Une seconde avant que nous ne devions échanger nos vœux sacrés, mon fiancé a exigé l'arrêt de la cérémonie devant la salle de bal entière, bondée de nos invités. Il n'était pas nerveux. Il n'avait pas oublié son texte. Au lieu de cela, il s'est retourné et a tendu la main vers les immenses portes latérales de la salle de réception. Le faisceau du projecteur a suivi son geste avec une agressivité aveuglante, atterrissant brutalement sur une autre femme. Elle portait une robe de cocktail blanche et courte, un sourire timide et hésitant accroché à ses lèvres. Telle une petite lapine blanche effarouchée, elle a gravi les marches de l'estrade, pas à pas, pour prendre la place qui était censée m'appartenir. J'avais choisi ma robe de mariée moi-même. C'était une pièce de haute couture sur mesure, d'une valeur dépassant le 1 000 000 d'euros. Chaque centimètre de la dentelle de Calais était brodé de fils de soie formant les mots Madame de Vaucanson. Pourtant, à cet instant précis, cette robe me faisait l'effet de magnifiques chaînes, me clouant sur cette scène pour que tout le monde puisse assister à cette humiliation préméditée de longue date. La mariée qui devait se tenir ici aujourd'hui, c'était censé être elle. Mon futur mari, Enguerrand de Vaucanson, a passé son bras autour des épaules de cette femme. Son ton était aussi plat et indifférent que s'il annonçait le menu du dîner de ce soir, puis il a fini par poser son regard sur moi, ses yeux devenus des puits entièrement dénués de la moindre émotion. « Camille, tu peux descendre de l'estrade maintenant. » La foule en contrebas a explosé. Des halètements, des murmures étouffés et plusieurs ricanements non dissimulés ont résonné depuis la section des invités de marque. Ma future belle-mère, Bérénice de Vaucanson, était assise au premier rang, le menton relevé avec arrogance, un sourire en coin prévisible étirant la commissure de ses lèvres. Son expression disait clairement « Regarde, je t'avais bien dit que tu ne serais jamais assez bien pour mon fils. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas fait d'esclandre et je n'ai pas posé une seule question. J'ai simplement levé les mains et j'ai doucement détaché de mes cheveux le lourd voile incrusté de diamants. Les pierres précieuses ont accroché la lumière crue, la fracturant en d'infimes éclats aveuglants qui m'ont légèrement piqué les yeux, mais le calme glacial qui résidait dans les profondeurs de mon cœur avait déjà gelé la moindre émotion naissante. J'ai adressé à Enguerrand et à cette femme le plus léger, le plus imperceptible des hochements de tête, comme la révérence finale d'une représentation théâtrale remarquablement ennuyeuse. Ensuite, je me suis retournée, rassemblant les jupes excessivement extravagantes de ma robe à 2 mains. J'ai marché d'un pas ferme et régulier dans l'allée centrale vers la sortie, perché sur mes talons aiguilles de 10 cm. Mon dos était d'une droiture parfaite. Derrière moi, j'ai entendu la voix d'Enguerrand, clairement abasourdi par ma réaction avant de forcer un masque de sang-froid, que la cérémonie reprenne. Je ne me suis pas retournée. Le cliquetis sec et tranchant de mes talons contre le sol en marbre poli a résonné clairement dans les immenses couloirs déserts du palace parisien. L'instant où les lourdes portes de la salle de banquet se sont refermées derrière moi, elles ont tranché le bruit et la continuation absurde de cette mascarade. L'air, ici, sentait un léger parfum d'ambiance, se mélangeant à l'odeur écœurante et douce du parfum au gardénia que je portais. Je ne me suis pas dirigée vers les ascenseurs principaux. Au lieu de cela, j'ai bifurqué vers la cage d'escalier de secours adjacente. La lourde porte coupe-feu s'est refermée dans un claquement sec, et le monde est instantanément devenu silencieux, ne laissant que le son de ma propre respiration. M'adossant contre le mur en béton froid, j'ai plongé la main au plus profond des multiples épaisseurs de tulle de ma jupe, et j'en ai sorti un téléphone à clapet jetable ultra fin. Ce morceau de plastique noir était totalement en décalage avec mon allure glamour et luxueuse. Mais c'était mon moyen de pression ultime. J'ai fait glisser l'écran pour le déverrouiller. Aucun appel manqué, juste un unique message texte d'un contact enregistré sous le nom de père. « As-tu besoin d'une équipe de nettoyage ?» Mes doigts ont tapé sur l'écran avec une stabilité remarquable, me surprenant moi-même. Non. Procédez selon le plan initial. Récupérez-moi dans 3 minutes à la sortie du monte-charge dans le parking souterrain. Effacez toutes les images de vidéosurveillance. Pendant les quelques dizaines de secondes où j'ai attendu que le message s'envoie, j'ai lentement pelé de mes mains les gants en dentelle qui symbolisaient mes vœux conjugaux, et je les ai jetés avec négligence dans un coin sombre de la cage d'escalier. Puis, j'ai attrapé le lassage complexe du corset et la fermeture éclair dans le dos de ma robe, et j'ai tiré d'un coup sec et violent. Le bruit du tissu qui se déchire fut exceptionnellement strident dans le silence de cet escalier. Pourtant, ce fut la plus belle musique à mes oreilles, comme si je muais et me débarrassais d'une vieille peau. Je me suis libérée de cette robe qui portait d'innombrables fausses bénédictions et l'humiliation ultime de cette journée. En dessous, je portais déjà un simple ensemble de sport noir et une paire de baskets plates. J'ai roulé l'extravagante robe de mariée en un tas massif et je l'ai enfoncée profondément dans la poubelle industrielle sur le palier. Ma tâche accomplie,
J'ai poussé la porte de l'autre côté de la cage d'escalier et me suis glissé dans le couloir réservé au personnel. Je connaissais la disposition des lieux par cœur. Contournant toutes les zones où des employés auraient pu se trouver, j'ai navigué dans le dédale de couloirs jusqu'à atteindre le monte-charge dédié menant directement au parking souterrain réservé aux invités de marque. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes en silence. Il était vide, les chiffres ont défilé. Avec un léger tintement, les portes se sont ouvertes au niveau sous-sol 2. Un luxueux véhicule utilitaire sportif Mercedes classe G noir, lourdement blindé et sans aucune marque d'identification, attendait silencieusement dans la pénombre. 2 hommes musclés, vêtus de costumes noirs coupés au cordeau, se tenaient près du véhicule. En me voyant, ils se sont légèrement inclinés et ont ouvert la portière sans prononcer un seul mot. À l'instant où je me suis glissée sur la banquette arrière, la personne assise à côté de moi m'a tendu un thermos en acier inoxydable et un smartphone flambant neuf. De l'eau chaude. Le signal de l'ancien téléphone a été brouillé et la carte à puce détruite. Voici votre nouveau numéro sécurisé. Seul le président, madame, et quelques cadres dirigeants l'ont. J'ai pris le thermos et j'ai bu une gorgée. La chaleur a glissé le long de ma gorge, chassant la dernière trace de froid née de la fureur pure qui s'installait dans mes os. Je n'avais pas le cœur brisé, j'étais furieuse. Furieuse de la stupidité abyssale d'Enguerrand. Épuisée par cette farce pathétique et ressentant un sentiment d'absurdité face à mon propre compromis temporaire, celui d'avoir vécu sous l'identité de la banale et discrète Camille Sorel au cours des 3 dernières années. L'appartement du 16e arrondissement et chaque lieu loué sous l'identité de Camille Sorel ont été assainis, a continué l'assistant exécutif. Tous les effets personnels ont été soit détruits, soit discrètement relocalisés selon vos ordres. Votre empreinte numérique a été complètement effacée. Même si Enguerrand de Vaucanson tente de mener une enquête, tout ce qu'il trouvera, c'est que Camille Sorel est rentré de l'étranger il y a 3 ans avec un profil vierge mais remarquablement moyen. Avant cela, un vide total. Bien que je doute qu'il ait l'intelligence de chercher aussi loin. J'ai étiré la commissure de mes lèvres, regardant par la vitre teintée les rues de la ville qui défilaient à toute vitesse. Il était probablement trop occupé à savourer son mariage avec son grand amour en ce moment même. Le véhicule blindé s'est engagé dans un domaine ultra luxueux, lourdement gardé mais incroyablement discret, situé dans la vallée de Chevreuse, près de Paris. C'était ma véritable maison. Enguerrand pensait qu'il abandonnait une fille ordinaire, impuissante et sans aucune relation. Il était loin de se douter que derrière la porte qu'il venait de claquer se tenait la dynastie industrielle et financière la plus puissante d'Europe. La femme qu'il avait publiquement humiliée à son mariage était une entité qu'il ne pourrait jamais, même dans ses rêves les plus fous, espérer atteindre. Le véhicule s'est immobilisé doucement devant le manoir principal. Mon père se tenait déjà sur les marches en pierre de taille. Approchant les 60 ans, sa posture était immaculée, son regard tranchant comme une lame de rasoir. En me regardant maintenant, ses yeux exprimaient une inquiétude paternelle, mais surtout une évaluation calme et calculatrice. Je suis descendue de la voiture et j'ai marché vers lui en l'appelant. Il m'a scruté de la tête aux pieds. Voyant mes vêtements simples et mon attitude sereine, il a hoché la tête. « Tu n'as subi aucune perte réelle. Tu as pris un léger coup à ton orgueil. Il va tout vomir, avec les intérêts, très bientôt. » Un très léger sourire est apparu sur son visage. « Digne de ma fille. Rentre, ta mère s'inquiète. » J'ai poussé les lourdes portes doubles menant au jardin d'hiver. Ma mère s'est précipitée vers moi. Elle n'a posé aucune question sur les détails du mariage. Elle a juste pris mes mains, a caressé ma joue et a soupiré. C'était une femme d'une élégance aristocratique classique, douce à l'extérieur, mais possédant un noyau forgé dans l'acier pur. Tu as subi une injustice. Un homme aveugle et stupide comme celui-là ne mérite pas 3 années de ta jeunesse. J'ai pressé ses mains en retour. Ce n'était pas un gaspillage. Utiliser l'identité de Camille Sorel m'a permis de tout voir avec une clarté cristalline. Enguerrand est arrogant, mais fondamentalement faible, facilement manipulable par ce genre de femme. Le groupe Vaucanson a l'air prestigieux de l'extérieur, mais en interne, la mère et le fils l'ont mis en pièces par leur mauvaise gestion. Plusieurs de leurs récents investissements prétendument brillants ont été secrètement guidés par nos ombres. Une fois que nous aurons retiré les piliers de soutènement, l'effondrement sera extrêmement rapide. Ma mère a hoché la tête, ses yeux remplis d'un soutien absolu. Fais ce que tu as envie de faire, cette famille sera toujours ton bouclier. De retour dans ma suite privée au sein du domaine, j'ai pris un bain brûlant, lavant les derniers résidus poisseux de ce mariage. M'habillant d'un peignoir en soie, j'ai marché vers les immenses baies vitrées. Alors que je regardais la nuit paisible descendre sur les jardins à la française parfaitement entretenus, mon téléphone a vibré.
C'était le tout premier appelant inconnu sur ce nouvel appareil. J'ai jeté un coup d'œil aux 4 derniers chiffres. C'était le numéro privé d'Enguerrand. Il m'avait trouvé plus vite que je ne l'espérais. J'ai décroché sans dire un mot. L'autre bout du fil est resté silencieux pendant 2 secondes avant que la voix d'Enguerrand ne retentisse. Le bruit de fond était légèrement chaotique, suggérant qu'il était toujours à la réception de mariage, mais s'était isolé dans un coin calme. Son ton était complexe, un peu impatient, inexplicablement irritable, et être teinté d'une once d'appréhension et de doute qu'il refusait de s'avouer à lui-même. « Camille, où es-tu » J'ai laissé échapper un petit rire doux et je n'ai pas répondu. Il a haussé la voix. « Je sais que ce qui s'est passé aujourd'hui est dur à accepter pour toi, mais Maëlys, elle m'a attendu trop longtemps. Je ne peux pas la décevoir. Sois raisonnable et reviens de toi-même. Le mariage n'a pas eu lieu pour nous, mais je ne te léserai pas sur ta compensation. Je peux faire transférer l'acte de propriété de cet appartement dans le 16e à ton nom. Je te donnerai aussi une carte de crédit sans plafond. » Je l'ai coupé net. Ma voix a voyagé à travers le réseau, plate et totalement dépourvue d'émotion. « Enguerrand. » Il s'est figé. J'ai continué. « Cet appartement dans le 16e arrondissement. Tu l'as acheté en utilisant les fonds de ce prêt relais à court terme hautement discutable que le groupe Vaucanson a contracté au 3e trimestre de l'année dernière, n'est-ce pas ? Quant à la carte de crédit. » J'ai ri légèrement. « Garde-la pour ta lune de miel avec mademoiselle Soubise. Je vous souhaite un très heureux mariage. » Avant qu'il ne puisse réagir, j'ai raccroché et bloqué le numéro de façon permanente. Il n'avait aucune idée que lui et son groupe Vaucanson en ruine étaient sur le point de devenir les toutes premières victimes expiatoires de ma contre-attaque. Tôt le lendemain matin, vêtue d'un tailleur de créateur à la coupe irréprochable, j'étais assise dans le bureau de direction au dernier étage de notre siège social situé dans le quartier d'affaires de la Défense. De l'autre côté des immenses parois de verre s'étendait la ligne d'horizon emblématique de Paris. Mon assistant a posé plusieurs dossiers devant moi. Selon le plan, nous avons discrètement commencé à liquider les actions flottantes du groupe Vaucanson que nous détenons. Nous avons également contacté leurs principaux créanciers sur la place financière. Par ailleurs, les documents d'approbation finaux pour le projet très disputé du complexe hôtelier de la Côte d'Azur, pour lequel Enguerrand s'est battu bec et ongles, seront émis cet après-midi. L'appel d'offres sera remporté par notre filiale en propriété exclusive. J'ai feuilleté les documents. Quelle est la réaction d'Enguerrand ? Il cherche toujours Camille Sorel. Il a envoyé des hommes à chaque adresse que vous aviez précédemment louée. Naturellement, ils n'ont absolument rien trouvé. Il semble croire que vous vous cachez simplement parce que vous avez le cœur atrocement brisé. De plus, sa mère, Bérénice de Vaucanson, fait actuellement circuler des rumeurs dans leur cercle mondain. Elle prétend que Camille Sorel a essayé de faire un mariage bien au-dessus de sa condition, qu'elle a pris conscience de sa propre médiocrité et s'est enfuie de honte. J'ai refermé le dossier avec un bruit sec. Excellent. Laissons-les profiter de leurs illusions pendant encore 2 jours. L'après-midi du 3e jour, alors que j'écoutais un compte-rendu sur une acquisition à l'étranger, mon assistant est entré en tenant une exquise enveloppe estampillée à la feuille d'or. L'article que vous avez demandé est arrivé. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une invitation pour le gala de charité le plus prestigieux de la capitale, co-organisé par plusieurs des dynasties milliardaires les plus anciennes et les plus puissantes. L'invité d'honneur était l'héritière qui venait tout juste de rentrer de l'étranger. Enguerrand amènerait absolument sa nouvelle épouse à ce gala. C'était le lieu qu'il avait choisi pour la présenter officiellement à la prétendue haute société. J'ai passé mes doigts sur la texture lisse du papier d'invitation. Répondez aux organisateurs. Je serai présente à l'heure. Préparez également la robe et les bijoux que j'ai réservés précédemment. Voulez-vous que je fasse fuiter la nouvelle de votre retour à la presse en avance ? J'ai secoué la tête. Inutile. Les surprises ne sont amusantes que lorsqu'elles sont gardées pour l'ultime seconde. Je veux réapparaître devant Enguerrand et Maëlys à l'instant précis où ils sont ivres de leur propre succès, pensant m'avoir piétiné dans la boue, mais depuis une hauteur qu'ils ne pourraient jamais, au grand jamais, atteindre. J'ai pris le café noir à côté de moi, et j'en ai bu une gorgée délicate. Le liquide amer a laissé un arrière-goût suave, tout comme le goût de la vengeance. Les hommes d'Enguerrand avaient pratiquement retourné la ville entière. Ils s'étaient d'abord rendus dans l'appartement de luxe où Camille avait vécu. Utilisant son double des clés, il avait ouvert la porte pour découvrir un endroit aussi stérile qu'un appartement témoin. Le salon, la chambre et le bureau étaient complètement vidés de tout objet personnel. Le dressing était presque vide, ne laissant derrière lui que quelques robes hors de prix qu'il lui avait achetées et qu'elle n'avait jamais particulièrement aimées. Elles pendaient là, comme une déclaration moqueuse et délibérée.
Pas un seul cheveu n'avait été laissé sur la coiffeuse. Le cadre chargé des recherches lui a fait son rapport en tremblant. Monsieur de Vaucanson, la direction de l'immeuble affirme que mademoiselle Sorel a engagé une équipe de déménageurs professionnels l'après-midi du mariage. Ils ont tout vidé en exactement 2 heures. Quant à la vidéosurveillance, il se trouve que les caméras étaient hors service pour cause de maintenance électrique durant ce laps de temps précis. Debout au milieu du salon vide, le visage d'Enguerrand a pris une horrible teinte cendrée. Le cadre a gardé la tête baissée, n'osant pas prononcer un mot de plus. Enguerrand s'est ensuite rendu au cabinet d'architecture d'intérieur dans le quartier du Marais où Camille travaillait, un emploi de couverture conçu pour correspondre à son personnage ordinaire. L'associé gérant du cabinet avait l'air totalement confus. Camille ? Elle a remis sa démission il y a 1 semaine. Elle a dit qu'elle voulait se consacrer entièrement aux préparatifs de son mariage. Ses dossiers sont complètement clôturés. Le café qu'elle fréquentait, sa salle de sport de quartier, même les galeries d'art indépendantes qu'elle parcourait de temps à autre. Tout le monde a déclaré ne pas l'avoir vue récemment. La personne connue sous le nom de Camille Sorel s'était évaporée comme une goutte d'eau dans l'air du désert, ne laissant aucune trace. Même ses quelques amis, qui étaient en réalité des atouts placés stratégiquement pour couvrir son identité, avaient simultanément changé leurs coordonnées et disparu. Cette disparition totale, méthodique et clinique, n'était absolument pas le résultat d'un cœur brisé impulsif ou de quelqu'un essayant de fuir la réalité. Cela exigeait une planification minutieuse et des capacités d'exécution terrifiantes. L'irritation et la culpabilité microscopiques dans la poitrine d'Enguerrand étaient progressivement remplacées par un sentiment d'effroi insidieux et rampant. Assis dans son bureau de président-directeur général, ses doigts tapotaient inconsciemment le lourd bureau en acajou. Cette femme avait été avec lui pendant 3 ans. Elle était douce, compréhensive, presque excessivement silencieuse. Elle ne demandait jamais de cadeaux onéreux. Elle supportait en silence le harcèlement mesquin de sa mère. Il avait toujours cru qu'elle l'aimait avec un désespoir pathétique et qu'elle ne pourrait jamais le quitter. Mais maintenant, l'interphone a grésillé, brisant le fil de ses pensées. « Monsieur de Vaucanson, mademoiselle Soubise est là. Faites-la entrer. » Il s'est massé les tempes. Maëlys a poussé la porte, portant un thermos isotherme. Elle affichait un sourire doux mais légèrement pitoyable. Vêtue d'un tailleur Chanel flambant neuf, elle s'était rapidement immergée dans le rôle de Madame de Vaucanson. « Enguerrand, tu as été occupée toute la matinée. Je t'ai préparé une soupe, bois-la pendant qu'elle est chaude. » Elle s'est avancée, a posé le récipient et a naturellement essayé de s'asseoir sur ses genoux. Enguerrand s'est adossé à son fauteuil avec fluidité, l'esquivant. Son sourire s'est figé pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne se redresse, ouvrant le thermos et versant la soupe elle-même. « Enguerrand, tu cherches toujours Camille ?» a-t-elle poussé le bol vers lui, d'un ton prudent, teinté d'une sympathie parfaitement calibrée. Elle est vraiment trop têtue. Comment peut-elle être aussi immature, partir sans dire un mot et inquiéter tout le monde ? Ta mère m'a dit aujourd'hui que c'est une bénédiction que tu ne l'aies pas épousée. Quelqu'un d'aussi irrationnel n'aurait jamais pu assumer le rôle de maîtresse de maison de la famille de Vaucanson. Il n'a pas touché à la soupe. Il a regardé Maëlys. Tu as passé du temps avec elle auparavant. A-t-elle jamais mentionné des amis particuliers ou des endroits où elle voulait aller ? Les yeux de Maëlys ont vacillé brièvement avant qu'elle ne secoue la tête. Non, Camille était en fait assez asociale. Elle ne partageait jamais ses pensées intimes avec moi. Elle s'est probablement sentie trop humiliée pour affronter qui que ce soit et elle se cache dans un coin. Après tout, une scène pareille hier. Elle a pris un air de profond chagrin. C'est de ma faute. Si je n'étais pas intervenue. Ça n'a rien à voir avec toi, c'était ma décision. Enguerrand l'a arrêté. Il n'arrivait tout simplement pas à comprendre. La réaction de Camille et sa disparition subséquente défiaient totalement ses attentes. Cela lui donnait le sentiment incroyablement désagréable que les choses échappaient à son contrôle. Maëlys s'est mordu la lèvre et a changé de sujet. Au fait, Enguerrand, le gala de charité demain soir organisé par la famille de Monclar. J'ai déjà choisi ma robe. C'est une pièce sur mesure. Bien, occupe-toi de ça. Il semblait distrait. Ce gala était critique. C'était l'opportunité parfaite pour intégrer officiellement Maëlys dans les cercles mondains restreints et projeter une image de stabilité pour le groupe Vaucanson. Il ne pouvait pas se permettre d'être distrait par la disparition de Camille. Maëlys s'est penchée un peu plus près, baissant la voix. « J'ai entendu une rumeur. L'héritière de la famille de Rostand, qui vivait recluse en Europe depuis des années, est récemment rentrée en France. Il est fort probable que quelqu'un de la famille de Rostand assiste à ce gala. Si nous pouvions juste avoir une chance de leur parler. » Ses yeux brillaient d'ambition. Le sourcil d'Enguerrand a tressailli. La famille de Rostand. C'étaient les véritables superprédateurs de la ville,
une entité colossale à la tête d'un empire mondial. Incroyablement discret, mais doté d'un pouvoir terrifiant. Comparé à la holding Rostand, le groupe Vaucanson n'était qu'une flaque d'eau à côté de l'océan Atlantique. S'il parvenait à s'attirer ne serait-ce qu'une once de faveur ou un partenariat mineur avec les Rostand, le groupe Vaucanson connaîtrait une ascension fulgurante du jour au lendemain. C'était l'obsession inachevée de son défunt père. La source est-elle fiable? Très fiable. Madame d'Aussonville l'a mentionné. Son mari fait quelques petites affaires avec une branche éloignée de la famille de Rostand et en a eu vent. Maëlys avait l'air plutôt fière d'elle. Ayant endossé le rôle de Madame de Vaucanson, elle déployait déjà toutes ses ressources pour construire son réseau. Enguerrand a réfléchi un instant. Nous aviserons demain soir. N'aborde pas les Rostand sans y être invité. Mais si une occasion se présente, nous devons laisser une impression irréprochable. Je sais, a souri Maëlys doucement. Dans son esprit, elle calculait déjà comment éclipser toutes les autres femmes à ce gala très couru, en particulier d'éventuelles rivales. Camille n'était plus une menace. Elle entrait sur un champ de bataille bien plus grandiose. Pendant ce temps, de retour au domaine près de Chantilly, j'étais assise dans l'immense bureau de mon père. Face à moi se trouvait le directeur financier de la holding Rostand et 2 directeurs d'investissement de haut niveau. L'écran numérique géant sur le mur affichait les trajectoires financières sur 3 ans et les structures de capital du groupe Vaucanson. La plus grande vulnérabilité cachée des Vaucanson à l'heure actuelle est ce prêt relais massif à court terme qu'ils ont contracté à la fin de l'année dernière pour répondre à l'appel d'offres du projet de la Côte d'Azur, a déclaré le directeur financier en pointant une zone rouge criante sur l'écran. Ce prêt arrive à échéance au milieu du mois prochain. Compte tenu de leur flux de trésorerie actuel et des taux de rentabilité de leurs projets actifs, la pression pour rembourser est immense. Un directeur principal est intervenu. Il courtise activement la banque d'affaires Vanguard Peak dans l'espoir d'obtenir un nouveau prêt relais pour combler le déficit. J'ai déjà passé un coup de fil à Vanguard. Mon père, assis en bout de table, tapotait légèrement son doigt sur l'accoudoir. Il m'a regardé. Ton avis? Mes yeux se sont verrouillés sur les projets actifs répertoriés sous le groupe Vaucanson, en particulier le complexe hôtelier de luxe de la Côte d'Azur, le joyau de la couronne qu'Enguerrand comptait utiliser pour consolider son règne en tant que nouveau PDG visionnaire. Dites à Vanguard Peak de continuer à les faire mariner, mais de leur proposer des conditions extrêmement abusives pour faire tourner la montre. Pendant ce temps, j'ai fait une pause. Prenez les preuves préliminaires que nous avons concernant les Vaucanson rognant sur les coûts et utilisant des matériaux de qualité inférieure sur le projet du Cap d'Antibes et envoyez-les anonymement à leurs plus grands concurrents. Le concurrent n'a même pas besoin de le prouver. Ils ont juste besoin de le signaler à l'inspection du travail et à l'urbanisme pour déclencher une enquête fédérale. À la seconde où l'enquête commencera, le chantier sera fermé. Leur chaîne de trésorerie se brisera immédiatement. Le directeur financier a hoché la tête. Compris. De plus, nous avons continuellement vendu à découvert les actions flottantes de Vaucanson via des comptes offshore. Les rumeurs commencent à se répandre à la bourse concernant leur crise de liquidité. Leur action a pris un léger coup ces 2 derniers jours. Elle n'a pas assez chuté, et je dis froidement. Trouvez 2 médias d'information financière réputés. Donnez-leur un indice subtil sur le ratio d'endettement de Vaucanson et les retards sur leurs projets clés. Rien de trop agressif, juste une touche légère. Sur les marchés financiers, la confiance est plus fragile que le verre. La moindre brise suffit à faire paniquer les investisseurs institutionnels et les requins de la bourse. Les yeux de mon père brillaient d'approbation. Si tu les pousses trop fort, trop vite, un animal acculé pourrait trouver une issue désespérée. Applique la pression lentement. Laisse-les s'enfoncer dans une impasse, pas à pas. Exactement. La plus grande fierté d'Enguerrand était son impitoyable sens des affaires et ce projet immobilier qu'il pilotait. Je voulais qu'il regarde les choses mêmes qui faisaient son arrogance se désintégrer pouce par pouce. Cela lui infligerait une agonie bien pire qu'une mise en faillite instantanée. Après la réunion, mon assistant exécutif s'est approché avec une tablette. Nous avons l'enquête approfondie sur les antécédents de Maëlys Soubise que vous avez demandé. J'ai pris la tablette. En apparence, Maëlys était une étudiante en art qui revenait d'un séjour d'études à l'étranger, issue d'une famille de la classe moyenne aisée. En réalité, l'entreprise de matériaux de construction de son père, Anselme Soubise, se noyait dans les dettes depuis des années. Elle maintenait la famille à flot en se frayant un chemin à travers le réseau de divers hommes riches et plus âgés pour obtenir des ressources. Sa rencontre accidentelle avec Enguerrand était un piège méticuleusement orchestré. En fait,
Enguerrand était en contact avec elle alors que nous étions encore ensemble, bien que cela n'eût pas encore abouti à un mariage à l'époque. Cependant, le mépris grandissant de Bérénice de Vaucanson, pour ma personnalité discrète et ordinaire, a agi comme un catalyseur, accélérant sa volonté de me remplacer par Maëlys. Il y a plus. L'assistant a fait une pause. Maëlys s'est récemment beaucoup rapprochée d'un producteur de cinéma nommé Luc Emmanuel. Elle essaie d'obtenir des financements pour une série en streaming afin de se lancer dans l'industrie du divertissement et d'élever son statut social. Le producteur Luc Emmanuel a une réputation sulfureuse. Il échange régulièrement des rôles contre des faveurs sexuelles. J'ai haussé un sourcil. Compiler toutes les preuves irréfutables du comportement prédateur passé de Luc Emmanuel et de ses tractations avec Maëlys. Envoyer le tout de manière anonyme à la presse à scandale. Programmer la publication pour le lendemain matin de notre gala. Laissons Maëlys profiter d'une nuit au sommet absolu de la hiérarchie sociale avant de la traîner en enfer. Le contraste rendra la chute tellement plus divertissante. L'assistant a pris des notes méticuleuses. La robe et les bijoux pour le gala sont-ils prêts? Oui. Une pièce de haute couture unique au monde, signée par un maître italien à la retraite, et une parure de bijoux anciens qui n'a jamais été exposée au public, tout juste retirée de la chambre forte suisse de la famille. L'équipe de stylistes et votre garde rapprochée sont prêtes. Nous utiliserons le véhicule blindé. Les plaques d'immatriculation seront remplacées par des plaques civiles pour le trajet, puis remises aux plaques diplomatiques de la famille Rostand, juste avant d'arriver sur les lieux. J'ai hoché la tête. Demain soir marquerait mon retour officiel au sommet de la haute société de cette capitale après 3 ans. L'objectif était clair, offrir à Enguerrand et Maëlys une nuit qu'ils n'oublieraient jamais, au grand jamais. Enguerrand adorait être entouré de courtisans, n'est-ce pas? Il adorait être admiré. Il trouvait que Camille Sorel était trop simple, trop banal pour lui. Alors j'allais lui montrer à quoi ressemblait le véritable pouvoir. J'allais lui montrer les nuages qu'il ne pourrait jamais espérer effleurer. Je me suis avancé vers la fenêtre, contemplant les jardins du domaine impeccablement entretenus. Le soleil couchant baignait le tout d'une couche d'or liquide. Camille Sorel était morte et enterrée. Demain soir, il n'y aurait que ma véritable identité. L'invitation dorée reposait sur le bout de mes doigts, dégageant le léger parfum du parchemin hors de prix. La calligraphie était audacieuse et impérieuse. Lieu, le pavillon Vendôme, la grande salle de bal. Heure, demain à 20h précises. Les hôtes étaient les familles de Montclar, de Lussac et d'Aussonville. L'assistant a complété. C'est sans doute l'événement mondain le plus exclusif du trimestre. La liste des invités comprend les familles de l'ancienne noblesse, des grands patrons de l'industrie et plusieurs dignitaires étrangers. Enguerrand y amène Maëlys principalement pour asseoir son statut et pour faire du réseautage agressif afin d'obtenir des prêts relais. J'ai posé l'invitation et j'ai marché vers le projecteur holographique au centre de mon boudoir. L'assistant a tapoté sur une tablette et une simulation en 3 dimensions de la salle de bal du pavillon s'est matérialisée, accompagnée d'un plan de table détaillé. Mon siège était placé à une table d'honneur, juste à côté de la table principale. Mes voisins de table étaient des représentants de familles d'un rang égal ou ayant des liens étroits avec les Rostand. Enguerrand et Maëlys étaient assis vers le milieu fond de la salle, la zone réservée aux nouveaux riches et aux cadres intermédiaires. Il y avait une distance physique et symbolique immense entre sa table et la table d'honneur. Dans ce milieu, la place où vous étiez assis était une déclaration silencieuse de votre valeur exacte. La sécurité, ai-je demandé. Les flux de caméras pour toutes les entrées du palace, les couloirs de service et le périmètre de la salle de bal ont été mis sur écoute. Votre équipe de sécurité dédiée s'infiltrera sur les lieux en avance, se faisant passer pour du personnel de service et des invités discrets. De plus, selon vos ordres, nous avons placé un journaliste fiable dans la zone de presse qui posera des questions très pointues concernant les liquidités du groupe Vaucanson au moment opportun. J'ai hoché la tête. La lame de l'opinion publique était parfois bien plus douloureuse qu'un vrai couteau. La robe et les parures. L'assistant a fait un geste vers le centre du gigantesque dressing. La housse de protection s'est lentement dézippée. Une nuance de bleu aussi profonde et riche que l'océan de minuit s'est emparé de ma vision. Ce n'était pas un saphir standard ou un bleu marine, c'était un velours bleu royal si sombre qu'il frisait le noir, chatoyant d'un éclat profond, hypnotique et silencieux sous les projecteurs. La robe avait un dos nu vintage. Le dos plongeait en un élégant décolleté en V profond qui atteignait le bas de la colonne vertébrale. Elle était dépourvue de tout embellissement superflu, s'appuyant entièrement sur une coupe architecturale et le poids pur du velours premium pour projeter une silhouette fluide et puissante. La jupe tombait jusqu'aux chevilles avec une fente latérale dangereusement haute,
dévoilant des éclairs de jambes à chaque pas. Elle dégageait une domination retenue et écrasante. Les bijoux assortis reposaient sur un plateau en velours noir à proximité, pas de diamants. C'était une parure complète de saphir du Cachemire d'un bleu royal naturel non traité, monté sur du platine antique. Le collier était superposé, doté d'une pierre centrale dépassant les 20 carats, taillée en un coussin impeccable. Elle était si profonde qu'elle donnait l'impression de pouvoir absorber l'âme d'une personne. Des boucles d'oreilles, un bracelet et une bague de cocktail massive destinée à l'index complétaient l'ensemble. Chaque pierre était parfaitement assortie en couleur et en clarté, scintillant d'une lumière froide et souveraine. Cette parure de bijoux était une ancienne collection de la royauté européenne acquise par mon père lors d'une vente aux enchères à Genève il y a 3 ans. La robe est le tout dernier chef-d'œuvre absolu du maestro italien. Il n'en existe qu'une seule au monde, a dit doucement l'assistant. Il a déclaré que seule une personne capable d'inspirer un tel pouvoir silencieux était digne de la porter. J'ai tendu la main, le bout de mes doigts effleurant la surface froide et fluide du velours. Ce n'était pas un style que l'esthétique tape, l'œil et obsédé par les marques de Maëlys pourrait un jour comprendre. Je voulais une aura d'autorité terrifiante. Je voulais le pouvoir absolu d'un prédateur jaugeant sa proie. Parfait, coiffure et maquillage à 15 heures demain. De retour dans le bureau, j'ai ouvert un autre dossier contenant des renseignements sur les personnalités notables présentes au gala. Mes yeux se sont attardés sur une page. Aurélien de la Trémoille, l'actuel patriarche de la famille de la Trémoille, pas même 35 ans, impitoyable et vif comme l'éclair. Il avait doublé l'empire de sa famille ces dernières années. Les familles de la Trémoille et de Rostand avaient quelques frictions à l'étranger, mais pas de conflit direct sur le territoire national, laissant peu être la place à une alliance stratégique. Plus importante encore, Aurélien de la Trémoille méprisait Enguerrand de Vaucanson. Il s'était violemment brouillé dans une grande école de commerce parce que Enguerrand avait utilisé des tactiques sournoises pour voler un projet de concours à Aurélien. L'ennemi de mon ennemi n'était être pas mon ami, mais il pourrait certainement être un pion utile pour faire souffrir mon ennemi. J'en ai pris note mentalement. Mon téléphone a vibré. Un message crypté est arrivé. C'était une simple photo accompagnée d'une légende. La photo montrait Enguerrand et Maëlys à l'intérieur d'une boutique haut de gamme en train d'essayer un smoking et une robe. Maëlys souriait d'un air radieux. Enguerrand la regardait, mais son profil semblait profondément distrait. Légende. Le PDG de Vaucanson utilise agressivement des canaux parallèles pour localiser Camille Sorel, devenant extrêmement instable. Mademoiselle Soubise se prépare fébrilement pour le gala, dans le but d'éclipser tout le monde. J'ai tapé une réponse. Compris. Procédez comme prévu demain soir. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le domaine était paisible et serein. Un contraste saisissant avec le marié désespéré à la recherche de son ex et la fausse mariée préparant ses débuts mondains de l'autre côté de la capitale. Cette paix découlait d'un pouvoir absolu et d'un contrôle total. Mon père est entré en tenant 2 verres de lait chaud, il m'en a tendu un. Toujours en train de lire, j'ai pris le verre. Demain soir risque d'être un peu chaotique. Il a bu une gorgée, son expression totalement sereine. Une fille de cette famille a tout à fait le droit de semer un peu le chaos. N'oublie juste pas que, quoi que tu fasses, l'empire Rostand tout entier se tient derrière toi. C'est toi qui contrôles la narration. Que tu veuilles les gifler, les écraser dans la boue ou déraciner toute leur lignée, fais ce qui te rend heureuse. Il a fait une pause. Mais ta mère m'a dit de te rappeler, ne laisse pas ce genre d'ordure ruiner ton humeur. Ils n'en valent pas la peine. Mon cœur s'est réchauffé. Maman dort ? Elle vient d'aller se coucher. Elle dit qu'elle veut superviser personnellement ta mise en beauté demain. Il a souri. Puis, son ton s'est fait plus professionnel. Les petites manœuvres de la famille Vaucanson ont déjà commencé. Ils sont comme une corde de violon trop tendue. Il nous suffit d'appliquer la bonne dose de pression au bon moment, ou de couper tout simplement la corde la plus vitale. Je comprends que le siège financier soit une lente saignée, mais l'apparition de demain soir est le coup de grâce psychologique. Je vais détruire ce qu'Enguerrand chérit le plus, son ego et son illusion de contrôle. Le lendemain après-midi, la suite privée de mise en beauté du domaine grouillait d'une équipe de professionnels de haut vol. Après ma douche, je me suis assise devant le miroir. Le coiffeur a soigneusement séché mes longs cheveux. Nous n'avons pas fait de chignon élaboré. Au lieu de cela, mes cheveux ont été coiffés en des ondulations douces, d'apparence naturelle mais méticuleusement calculées, qui cascadaient sur mes épaules, les pointes reposant parfaitement juste sous mes clavicules, complimentant l'encolure de la robe. Le maquillage était la quintessence du minimalisme haute couture. Le teint était impeccable et translucide, soulignant l'éclat naturel de ma peau. Les yeux étaient modelés avec des bruns profonds et des tons terre mat,
créant une profondeur perçante. L'eyeliner était fin et allongé, les cils distincts. Pour les lèvres, nous avons choisi un vieux rose avec un fini mat et doux. L'ensemble évitait toute couleur criarde, tout en maximisant mes traits, projetant l'aura d'une beauté froide, détachée et intouchable. Lorsque je me suis glissée dans la robe en velours bleu nuit et que les saphirs du cachemire ont été attachés à mon cou, même l'équipe de stylistes chevronnés a retenu son souffle. La femme dans le miroir en pied était majestueuse, mystérieuse et irradiait une aura oppressante. Le bleu profond contrastait violemment avec ma peau pâle, la faisant ressembler à du jade froid. Les pierres précieuses pulsaient d'un feu sombre à ma gorge et à mes poignets. La coupe immaculée allongeait ma silhouette, me donnant un air sculptural et autoritaire. À chaque mouvement, la haute fente révélait l'aperçu d'une jambe droite et puissante. Il n'y avait aucun sourire. Mes yeux étaient aussi calmes qu'une mer morte. Pourtant, ils semblaient détenir le pouvoir de voir à travers tout et de subjuguer tout sur leur passage. Ce n'était pas une princesse attendant un prince. C'était une reine tenant la hache du bourreau. Ma mère est entrée. Ses yeux sont devenus légèrement rouges avant de s'emplir d'une immense fierté. Elle s'est avancée et a ajusté un fermoir microscopique presque invisible au dos de mon collier. « Vas-y » a-t-elle murmuré. « Laisse ces imbéciles aveugles voir exactement ce qu'ils ont jeté et exactement qui ils ont offensé. » Mon père se tenait dans l'embrasure de la porte. Il m'a regardé et n'a prononcé qu'un seul mot. « Parfaite. » À 10 à 9h40, le véhicule lourdement modifié, faussement discret et absurdement blindé a franchi les grilles du domaine, se dirigeant directement vers le pavillon Vendôme à Paris. Mon assistant était assis sur le siège passager, communiquant avec l'équipe de sécurité avancée via une oreillette cryptée. Je me suis adossée au siège en cuir sur mesure et j'ai fermé les yeux pour me reposer. Le bout de mes doigts traçait distraitement la surface glaciale de la bague en saphir sur mon index. 3 années passées à jouer le rôle de Camille Sorel m'avaient semblé être une longue représentation théâtrale immersive. J'avais rentré toutes mes griffes, apprenant à être une femme normale, voire soumise, juste pour observer clairement les vrais visages d'Enguerrand et de son entourage. Chaque moment de compromis, chaque fois que Bérénice de Vaucanson me cherchait d'époux, chaque fois que Maëlys Soubise lançait une pique passive-agressive, tout cela s'était transformé en pur carburant, brûlant silencieusement dans ma poitrine. Non pas par ressentiment mesquin, mais pour un règlement de compte méticuleusement calibré. Le véhicule a glissé avec fluidité dans le parking souterrain réservé aux VIP de l'hôtel. L'ascenseur privé nous a emmenés directement dans le salon d'attente juste à l'extérieur de la grande salle de bal. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. 2 agents de sécurité en costume noir arborant de discrètes épinglettes au revers se sont profondément inclinés. Je suis sortie. Mon assistant me suivait exactement à un demi-pas. À travers les lourdes doubles portes dorées fermées de la salle de bal, je pouvais entendre les notes lointaines et élégantes d'un quatuor de jazz et le doux murmure des conversations de la haute société. C'était le champ de bataille. Les portes dorées ont lentement pivoté vers l'intérieur. La lumière éblouissante des lustres en cristal, le parfum enivrant des parfums hors de prix, des cigares vieillis et de l'ambition brute se sont déversés comme un raz-de-marée. C'était l'atmosphère si particulière de l'élite absolue de Paris. Lorsque le maître d'hôtel m'a vu, ou plus exactement lorsqu'il a vu l'invitation que mon assistant a présentée, son sourire professionnel s'est instantanément transformé en une révérence écrasante, teintée d'une trace de panique sincère. Par ici, mademoiselle de Rostand. Il s'est incliné si bas que son dos était presque parallèle au sol, sa voix baissant de plusieurs octaves. Je ne me suis pas mise en mouvement immédiatement. Mon regard calme a balayé la foire aux vanités étalées devant moi. Des hommes dans des costumes taillés sur mesure discutaient à voix basse. Des femmes parées de bijoux éblouissants et de robes de créateurs se livraient une guerre silencieuse. Mais sous le jazz feutré, on pouvait sentir les courants sous-jacents de calcul, d'évaluation et de jaugeage. À l'instant où je franchirais ce seuil, 1 millier de regards se braqueraient sur moi pour juger, s'interroger, spéculer. J'ai fait un signe de tête microscopique et je me suis avancée. Mes talons aiguilles ont frappé le sol de marbre immaculé avec une cadence claire, rythmique et d'une stabilité terrifiante. Le son n'était pas fort, mais dans le périmètre immédiat de l'entrée, il a mystérieusement magnétisé l'attention de plusieurs invités. Les conversations les plus proches de la porte sont brusquement mortes, les yeux se sont fixés sur la colonne de velours bleu nuit, les coups d'œil initiaux ont rapidement muté en regards choqués, puis en une vague de prise de conscience profonde et tremblante. Ils ont reconnu le style unique et irremplaçable de cette robe. Plus important encore, ils ont reconnu la parure de saphir qui, même dans une pièce dégoulinante de diamants, était une démonstration de richesse absolument destructrice. Et puis,
ils ont reconnu mon visage ou plutôt ce que mon visage représentait. Les murmures étouffés se sont répandus comme une goutte de sang dans un bassin infesté de requins, ondulant rapidement vers le centre de la salle de bal. C'est la famille de Rostand, la fille unique de Monsieur de Rostand. Elle est vraiment rentrée d'Europe? Mon Dieu, cette parure de saphir, est-ce l'océan de minuit des enchères de Genève? Elle est encore plus intimidante que ce que disaient les rumeurs. J'ai agi comme si je n'entendais rien. Mes pas n'étaient pas pressés, marchant sur le tapis bordeaux vers les tables d'honneur. Mon assistant maintenait sa distance d'un demi-pas, l'œil vif, scrutant le périmètre. Ma garde rapprochée s'était déjà fondue dans la foule des serveurs et des invités. De plus en plus de regards se fixaient sur mon dos. Curiosité, crainte, calcul. Il n'y avait pas de secret dans cette stratosphère. La très discrète héritière Rostand faisant sa première apparition publique était un signal d'une puissance nucléaire. Puis, venant d'une direction spécifique, j'ai entendu un bruit discordant. C'était comme si quelqu'un avait violemment renversé une flûte de champagne. Le bruit sec du verre brisé était grotesquement déplacé avec la toile de fond de cette élégance préfabriquée. Je n'ai pas tourné la tête, mais ma vision périphérique s'est verrouillée sur la source. Enguerrand de Vaucanson et Maëlys Soubise se tenaient juste là. Maëlys portait une robe sirène à sequins rose fuchsia d'un goût douteux et aveuglant. Le décolleté plongeait à une profondeur dangereuse. Un collier de diamants massifs et criards lui étranglait la gorge, la faisant ressembler à une boule à facettes ambulantes. Le sourire doux et pudique qu'elle avait clairement pratiqué devant son miroir pendant des heures était complètement figé sur son visage. Ses yeux étaient écarquillés, fixant ma silhouette bleue, comme si elle regardait un monstre terrifiant. Sa bouche était entr'ouverte, son rouge à lèvres vif paraissant légèrement déformé par la seule force de son choc. Ses mains, enroulées autour du bras d'Enguerrand, s'étaient crispées de manière incontrôlable. Ses ongles manucurés devaient transpercer la veste de son costume. La réaction d'Enguerrand était bien plus complexe. D'abord, poussé par le regard collectif de la salle et le tressaillement violent de Maëlys, il avait regardé dans ma direction. Lorsque ses yeux se sont posés sur mon visage, il y eut une fraction de seconde de confusion. C'était comme s'il voyait quelqu'un d'incroyablement familier qui, en aucune circonstance, n'avait sa place dans cette pièce. Puis, la confusion s'est métamorphosée en une horreur apocalyptique. Ses pupilles se sont contractées pour devenir de la taille d'une tête d'épingle. Le sang s'est retiré de son visage à une vitesse visible, laissant même ses lèvres d'un blanc crayeux. Il avait l'air d'avoir été frappé par de l'azote liquide, paralysé sur place. Dans ces yeux-là, ces mêmes yeux qui avaient l'habitude de regarder Camille Sorel avec une supériorité condescendante, il y avait maintenant une tempête violente de choc, de perplexité, et une terreur suffocante montant à toute vitesse en réalisant qu'ils s'étaient fait jouer. Le couple plus âgé avec lequel ils essayaient de réseauter a remarqué leur réaction bizarre. En suivant leur regard, le couple m'a vu. Instantanément, ils ont plaqué des sourires polis, presque flagorneurs, reconnaissant clairement mon identité, et ont complètement ignoré Enguerrand et Maëlys. Je n'ai pas ralenti l'allure d'une milliseconde. J'ai glissé devant eux comme s'ils n'étaient rien de plus qu'une tache de saleté sur les plinthes. Deux insectes bourdonnants totalement indignes de mon attention. Ma cible était la table d'honneur. Mais juste au moment où je les dépassais, Enguerrand a enfin réussi à arracher un son de sa gorge paralysée. Il a trébuché d'un demi-pas en avant, inconsciemment, sa pomme d'Adam sautillant violemment. Sa voix était fêlée, éraillée, et à peine cohérente lorsqu'elle est sortie de lui. Camille. Dans le silence soudain de cette section de la salle de bal, ce prénom a résonné avec une clarté assourdissante. Plusieurs milliardaires et mondains à proximité l'ont entendu. Leurs visages ont adopté des expressions de profonde intrigue et de moquerie, regardant alternativement Enguerrand en sueur et ma silhouette bleue qui s'éloignait. Maëlys est sortie de sa transe, elle a violemment tiré sur le bras d'Enguerrand, sa voix stridente est teintée d'une panique et d'un avertissement impossible à dissimuler. « Enguerrand, qu'est-ce que tu racontes ? C'est l'héritière de la famille Rostand. » Tiré par elle, Enguerrand a semblé réaliser son effroyable manquement à l'étiquette. Mais ses yeux étaient toujours collés à mon visage, remplis d'un besoin désespéré de vérifier, de m'interroger et d'un raz-de-marée de confusion. Il essayait désespérément de trouver ne serait-ce qu'une seule trace de la soumise Camille Sorel dans la femme froide qui passait devant lui. Je me suis arrêtée, non pas parce qu'il avait appelé ce nom, mais parce que j'avais atteint ma table. Les titans de l'industrie assis là s'étaient déjà levés, leurs visages rayonnant de sourires accueillants. J'ai tourné légèrement la tête, le coin de mes yeux balayant Enguerrand et Maëlys avec une apathie absolue et glaciale. Le regard était exactement celui qu'on jetterait à 2 morceaux de détritus sur le trottoir. Puis, je me suis tournée vers mes voisins de table, offrant un sourire poliment distant,
parfaitement calibré. Monsieur de Monclar, monsieur le baron, madame d'Aussonville. Bonsoir. Mon père m'a chargé de vous transmettre ses salutations les plus chaleureuses. Monsieur de Monclar, le patriarche organisateur de l'événement, a souri si grand que ses yeux se sont plissés, tellement ravi que vous ayez pu vous joindre à nous. Richard est un homme chanceux d'avoir une fille aussi extraordinaire. Je vous en prie, asseyez-vous. Les autres ont fait écho à ce sentiment, leurs attitudes débordantes de respect et de chaleur. La simple arrivée d'une personne avait élevé l'atmosphère entière de la table. Personne n'a accordé la moindre parcelle d'attention au couple pâle et tremblant qui se tenait à quelques mètres de là. Je me suis assise élégamment. Un serveur s'est instantanément précipité pour me verser du champagne à la température idéale. Je pouvais sentir le regard d'Enguerrand qui forait toujours mon dos, brûlant, chaotique, dans une incrédulité totale. Je pouvais imaginer Maëlys lui chuchoter frénétiquement, essayant de l'éloigner de la scène. Juste à ce moment-là, une autre silhouette s'est approchée. C'était Aurélien de la Trémoille. Il tenait un verre de whisky, une expression prédatrice à demi souriante sur le visage. Il a fait un signe de tête à monsieur de Monclar et aux autres, puis a croisé mon regard. Il a levé son verre. Mademoiselle de Rostand, j'ai beaucoup entendu parler de vous, bienvenue. Son approche a attiré encore plus de regards. Qu'Aurélien de la Trémoille prenne l'initiative de saluer quelqu'un portait une implication massive. J'ai levé ma flûte de champagne, tapotant légèrement le bord contre le bas de son verre, un jeu de domination subtil. Monsieur de la Trémoille, c'est un plaisir. Mon père m'a parlé de vous, jeune et redoutable. Aurélien a ri doucement. Il a jeté un regard extrêmement intentionnel et moqueur en direction d'Enguerrand, choqué au loin, et a baissé la voix pour que seuls nous deux puissions l'entendre. Il semble que le retour de mademoiselle de Rostand ait instantanément transformé les doux rêves de certaines personnes en un cauchemar vivant. Le spectacle commence de façon spectaculaire. J'ai pris une gorgée de champagne, mon visage indéchiffrable. Vous plaisantez, monsieur, je ne fais que restituer les choses à leur propriétaire légitime et remettre les gens à leur juste place. Un éclair de profonde appréciation et de compréhension a traversé les yeux d'Aurélien. Il n'a pas insisté. Avec un sourire poli, il s'est détourné et s'est éloigné, mais son attitude avait diffusé un message clair à la salle entière. La Trémoille capitale reconnaissait et accueillait l'héritière Rostand. Cette séquence d'événements à un rythme effréné, mon identité confirmée, la réception chaleureuse par les hôtes milliardaires, l'allégeance proactive d'Aurélien a agi comme une série de gifles invisibles et brutales, en plein sur les visages d'Enguerrand et Maëlys. Je n'avais pas besoin de regarder en arrière pour savoir de quoi ils avaient l'air. L'illusion arrogante de Maëlys et sa robe de mauvais goût avaient été pulvérisées par le poids écrasant de l'argent véritable et de la noblesse absolue, la transformant en un clown pathétique. Le choc et la colère d'Enguerrand étaient totalement impuissants face à la cruelle réalité. Il pensait avoir grimpé jusqu'au sommet, ignorant complètement qu'il venait d'être définitivement dépouillé du droit même de regarder le vrai sommet. Le programme du gala s'est poursuivi. Le maître de cérémonie était sur scène, débitant les civilités d'usage avant la vente aux enchères caritatives. Mais pour certaines personnes, cette nuit était déjà terminée. Ou plutôt, leur cauchemar ne faisait que commencer. J'ai fait doucement tourner la flûte en cristal, observant les minuscules bulles dorées monter. Enguerrand m'avait-il reconnu ? Ne te précipite pas. Ce n'est que l'apéritif. La vente aux enchères s'est déroulée sans accroc. Des bijoux, de l'art et des objets privés donnés par l'élite ont été mis aux enchères. Les invités enchérissaient des montants symboliques pour leurs relations publiques. Je pouvais sentir deux regards brûler mon dos tout du long. L'un était chaotique et désespéré. L'autre était teinté de terreur pure et absolue et d'une haine venimeuse grandissante. Je suis restée assise là, échangeant de temps en temps quelques mots à voix basse avec monsieur de Monclar, totalement désintéressé par les objets sur scène. Ce n'est que lorsqu'une peinture de paysage que mon père avait collectionnée des années auparavant et donnée pour cet événement a été présentée que j'ai levé ma raquette. Je l'ai rachetée à un prix nettement supérieur à la valeur du marché. C'était une démonstration de piété filiale et une démonstration sans effort de suprématie financière, même en faisant la charité. Les Rostand ne rachètent que leurs propres artefacts. Geste magnifique, a loué monsieur de Monclar. J'ai souri poliment. Les choses qui retournent à leur place, ce n'est que le destin. Plus j'étais détendue, plus je me fondais sans le moindre effort dans ce sommet du pouvoir, et plus ces deux regards devenaient atrocement douloureux à supporter pour eux. Je pouvais imaginer le tsunami qui ravageait l'esprit d'Enguerrand. Comment la docile et ordinaire Camille Sorel, qu'il croyait pouvoir jeter comme une serviette en papier usagé, avait-elle pu se transformer en l'intouchable héritière Rostand ? Cela détruisait sa réalité entière.
C'était un marteau invisible pulvérisant en poussière son pathétique complexe de supériorité. Au moment où la vente s'achevait, le maître de cérémonie a annoncé la session de réseautage ouverte. La musique de jazz a monté d'un cran. Les invités se sont scindés en petits groupes. Juste au moment où je me préparais à me lever pour saluer quelques autres chefs de famille prestigieuses, une silhouette dégageant une énergie oppressante et désespérée a bloqué mon chemin. C'était Enguerrand. Son visage était toujours pâle, mais il avait réprimé de force le choc dans ses yeux, le remplaçant par la fureur d'un homme qui se sentait escroqué, luttant pour maintenir une façade de sang-froid qui s'effritait. Sa respiration était lourde, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous son costume sur mesure. Maëlys se recroquevillait à un demi-pas derrière lui, agrippant son bras avec l'étreinte de la mort. Son visage avait la couleur de la craie mouillée. Ses yeux fortement maquillés me fixaient, échouant à cacher la jalousie virulente et la panique à l'intérieur. Les bavardages environnants se sont instantanément tus, d'innombrables yeux ont dardé vers nous, tout le monde aime les bains de sang. La pomme d'Adam d'Enguerrand a tressailli. Sa voix était légèrement plus assurée qu'avant, mais portait toujours un côté tendu et rauque. Il a regardé mon visage et a parlé, appuyant sur chaque mot. « Mademoiselle de Rostand, nous sommes-nous déjà rencontrés quelque part ?» C'était une question stupide, puant la lutte finale et désespérée. Il voulait un démenti, il voulait que je dise que ce n'était qu'une coïncidence de visages identiques. Il voulait se réveiller de ce cauchemar. J'ai lentement levé les yeux, mon regard se posant calmement sur son visage. Le regard que je lui ai lancé était exactement celui qu'on donne à un inconnu totalement hors de propos, teinté d'une trace très faible, presque imperceptible, de confusion. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai simplement fait tourner le reste de champagne dans mon verre, comme si je contemplais une énigme d'une importance dérisoire. Ce rejet absolu, ce silence militarisé, a humilié Enguerrand bien pire qu'aucune crise de cri n'aurait pu le faire. Une veine a palpité violemment à sa tempe. Maëlys ne pouvait plus le supporter. Elle a forcé un sourire qui avait l'air pire qu'une crise de larmes. Sa voix stridente a coupé le silence. « Enguerrand, tu dois faire erreur. Quelqu'un du statut et de la grâce de mademoiselle de Rostand ne pourrait pas être. » Elle n'a pas terminé sa phrase, mais l'implication était forte et claire. « Ne pourrait pas être la poubelle bon marché que tu as larguée ?» J'ai finalement pris la parole. Ma voix n'était pas forte, mais elle s'est projetée avec une autorité glaciale naturelle qui ne nécessitait aucun effort. « Pardonnez-moi, monsieur. Nous connaissons-nous » Enguerrand a eu l'air physiquement poignardé par ces mots. Il a fait un demi-pas en avant, violant presque le seuil minimum absolu de l'espace personnel en haute société. Ses yeux étaient psychotiques, fixés sur mon visage. « Camille, arrête de jouer à des jeux. À quoi joues-tu, bon sang? Comment pourrais-tu être une rosse? Peu importe qui vous êtes, je l'ai interrompu. Le vernis de politesse est tombé instantanément, exposant l'acier létal et glacial en dessous. Surveillez votre ton. Tout d'abord, je suis Victoire de Rostand. Je me suis penchée très légèrement en avant, abaissant ma voix à un volume que seuls nous trois pouvions entendre clairement, parlant lentement et avec précision. Vous semblez très mal lire la situation. Il ne s'agit pas de savoir à quoi j'essaie de jouer. Il s'agit du fait que vous, et cette mademoiselle Soubise à vos côtés, me devez, à moi et à la famille de Rostand, une énorme explication. Je me suis redressée, ma voix reprenant son volume normal, mais portant un poids impérial indiscutable. Pour des raisons personnelles, la fille de la famille de Rostand a passé les 3 dernières années à vivre sous un pseudonyme pour faire l'expérience d'une vie normale. Pendant ce temps, il semble que quelqu'un ait pris ce pseudonyme pour une cible qu'il pouvait allègrement humilier et rabaisser. Mes yeux ont balayé Enguerrand, puis Maëlys, avant de regarder enfin les milliardaires influents qui s'approchaient pour assister au carnage. Mon père en est extrêmement mécontent, et personnellement je trouve cela hautement offensant. Hautement offensant, 2 mots légers comme des plumes qui ont atterri comme des massues en plein sur les visages d'Enguerrand et de Maëlys. Enguerrand fut entièrement anéanti. Un rugissement assourdissant a rempli ses oreilles. Raison personnelle. Expérience d'une vie normale. Pseudonyme. Alors, ces 3 années, ce n'était pas Camille Sorel tentant de s'élever au-dessus de sa condition pour se glisser dans son lit. C'était la royauté absolue de la dynastie Rostand cachant sa couronne pour s'abaisser à son niveau pathétique. Et qu'avait-il fait ? Il avait utilisé la méthode la plus publique et la plus humiliante possible pour la jeter comme un déchet à son propre mariage. Tout ça pour une femme comme Maëlys. Un raz-de-marée d'absurdité cosmique et de terreur apocalyptique a écrasé sa rage précédente. À cet instant, chaque question qu'il posait, chaque exigence qu'il formulait, lui donnait l'impression de se gifler lui-même. Il n'avait pas offensé une orpheline impuissante. Il avait offensé l'Empire Rostand,
Une entité qui pouvait briser le groupe Vaucanson en deux sans même transpirer. Les jambes de Maëlys ont lâché. Elle n'était maintenue debout que par son étreinte mortelle sur le bras d'Enguerrand. Elle réalisait enfin que le ticket gagnant qu'elle avait tant manigancé pour voler n'était pas un mari milliardaire. C'était une grenade dégoupillée qui allait la réduire, elle et sa famille, en cendres radioactives. C'est alors que M. de Montclar s'est approché. Son visage était orageux. Il avait clairement entendu ma déclaration. Il a regardé sévèrement Enguerrand. « Monsieur de Vaucanson, ce soir est un gala de charité. Ce n'est pas l'endroit pour laver votre linge sale ou exposer vos griffes personnelles. Si vous avez un quelconque malentendu avec mademoiselle de Rostand, je vous suggère de le régler en privé. Ne harcelez pas mes invités. » Les mots étaient polis, mais l'exécution était indubitable. Enguerrand de Vaucanson était officiellement persona non grata dans cette salle. Le visage d'Enguerrand est passé du rouge au violet, puis à un gris cadavérique. Il a ouvert la bouche pour parler, mais sa gorge était si sèche qu'aucun son n'est sorti. Il a regardé autour de lui et a vu les titans de l'industrie, qui auraient pu lui parler plus tôt, détourner le regard, leur visage affichant du dégoût, chuchotant entre eux. Il savait qu'après ce soir, sa réputation dans les cercles mondains était complètement anéantie. Maëlys ne supportait plus la pression psychologique. Avec un sanglot, elle a tiré sur lui. « Enguerrand, partons, je t'en supplie. » Elle voulait juste fuir, échapper aux centaines d'yeux qui la mettaient à nu et se moquaient d'elle à en mourir. Enguerrand a jeté un dernier regard atrocement douloureux à mon visage. Ses yeux étaient un cocktail de choc, de regrets infinis, d'amertume et des cendres froides d'une défaite totale. Il réalisait enfin exactement ce qu'il avait perdu. Mais il n'avait ni le droit ni le courage de prononcer un seul mot. Il a tourné les talons, traînant pratiquement la silhouette molle de Maëlys avec lui, fuyant vers la sortie sous les regards cyniques et réprobateurs de l'élite parisienne. Il ne restait aucune trace de l'arrogant PDG dans son dos en retraite. Je ne leur ai pas accordé un regard de plus. J'ai pris une nouvelle flûte de champagne parfaitement frappée sur le plateau d'un serveur qui passait, et je l'ai levée vers M. de Montclar et les aînés autour de moi, mon sourire impeccable faisant son retour. Une diversion mineure. Je vous présente mes excuses pour avoir interrompu la soirée. À votre santé. C'était comme si la confrontation qui venait d'exécuter la vie sociale d'Enguerrand et de Maëlys n'était rien de plus qu'une brise légère, mais tout le monde dans la pièce connaissait la vérité. À partir de cette nuit, Enguerrand de Vaucanson et son grand amour seraient la plus grosse blague de Paris. Et Victoire de Rostand avait annoncé son retour avec une brutalité absolue et impitoyable. Si un chien vous mord, vous ne le mordez pas en retour. Vous prenez une barre de fer et vous lui brisez les pattes devant la ville entière. Comment as-tu trouvé cette barre de fer, Enguerrand ? Le vide laissé par la retraite pathétique d'Enguerrand et de Maëlys fut rapidement comblé par le retour de la musique de jazz et les conversations délibérément plus bruyantes de la salle de bal, mais l'atmosphère était fondamentalement altérée. Il y avait un frisson d'excitation tacite et partagée, une digestion collective du conflit brutal dont ils venaient d'être témoins, et inévitablement, d'innombrables regards se sont reconcentrés sur ma silhouette bleue, les implications étant bien plus lourdes qu'auparavant. Je suis restée assise, buvant de minuscules gorgées de champagne, agissant comme si je venais de chasser un grain de poussière de mon épaule. Monsieur de Montclar et les autres avaient repris leurs expressions normales. Mais à chaque fois qu'ils me regardaient, le vernis de politesse était renforcé par une gravité sincère et une couche microscopique de prudence intense. L'héritière Rostand n'était pas seulement de l'argent ancien. C'était un bourreau impitoyable qui ne laissait aucun survivant. Cette réalisation les forçait à transformer leur respect en une profonde méfiance. Aurélien de la Trémoille est réapparu, un nouveau verre de whisky à la main, nonchalamment adossé à un pilier décoratif près de ma chaise. Son ton était trempé dans un amusement non dissimulé. Une véritable leçon magistrale de destruction. Après ce soir, je doute qu'Enguerrand de Vaucanson ose montrer son visage dans cet arrondissement avant très longtemps. J'ai levé les yeux vers lui. Monsieur de la Trémoille semble très satisfait de ce résultat. Aurélien Harry, ne cherchant pas à le nier. Regarder quelqu'un qu'on méprise se faire anéantir est l'une des grandes joies de l'existence. De plus, il a baissé la voix. Le projet qu'il m'a volé à l'époque en utilisant des méthodes frauduleuses a failli paralyser la Trémoille capitale. J'ai gardé cette rancune en moi pendant un certain temps. J'ai hoché légèrement la tête, choisissant de ne pas m'engager davantage. L'ennemi de mon ennemi était actuellement en observation, mais rien ne pressait pour former une alliance. Aurélien avait transmis sa bonne volonté. C'était suffisant. Mon assistant est sorti de l'ombre, se penchant pour me chuchoter à l'oreille. Une lueur froide d'anticipation a brillé dans mes yeux. J'ai posé mon verre et me suis tournée vers les aînés avec un sourire d'excuse polie. Monsieur de Montclar, monsieur le baron, madame d'Aussonville,
Veuillez m'excuser. Mon père demande à me voir. Monsieur de Monclar parut sincèrement surpris. Richard est ici ? Il se repose dans la suite présidentielle à l'étage. Il a entendu parler de la légère perturbation et veut que je monte lui faire un compte-rendu, ai-je expliqué calmement. Les aînés ont immédiatement exprimé leur compréhension. Monsieur de Monclar a ajouté « Bien sûr, transmettez à Richard mes amitiés ». Je me suis levée, escortée par mon assistant et 2 agents de sécurité, j'ai quitté la salle de bal et j'ai marché vers l'ascenseur privé menant à la suite présidentielle. Je savais qu'à la minute où je sortirais, les commérages à mon sujet exploseraient et la révélation que mon père était dans l'immeuble agirait comme une charge de profondeur, faisant transpirer certaines personnes dans leurs costumes sur mesure. L'ascenseur est monté en douceur. La porte de la suite au dernier étage était légèrement entr'ouverte. Je suis entrée. La suite offrait une vue dominante sur la ville, dégoulinante de luxe discret. Mon père ne se reposait pas. Il se tenait près des baies vitrées, tournant le dos à la porte, observant la grille des lumières de Paris. Vêtu d'un confortable gilet en cachemire, son attitude était sereine, mais ses yeux perçants détenaient une autorité absolue et glaçante. « As-tu subi des dommages ? » ? « Non. J'ai juste dit ce qui devait être dit. » Il s'est retourné et a regardé à nouveau la ville. Ce garçon Vaucanson et sa mère ont complètement perdu la tête au fil des ans. Ils ont réussi à décrocher quelques projets décents, ont serré quelques mains et ont soudainement cru qu'ils étaient des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Sa voix était basse, portant l'indifférence détachée d'un dieu regardant des fourmis. Puisqu'ils ont avancé le visage, si nous ne les giflions pas, les gens penseraient que les Rostans sont devenus faibles. Il a fait une pause, puis a ajouté « La mère d'Enguerrand, Bérénice, a tiré sur toutes les ficelles possibles pour me joindre au téléphone il y a quelques minutes. » J'ai haussé un sourcil, sans aucune surprise. Bérénice était une arriviste enragée et une manipulatrice experte. L'idée d'échanger les mariés devant l'hôtel était presque certainement le fruit de son cerveau. La nouvelle du massacre du gala qui remontait jusqu'à elle avait dû la terrifier jusqu'à la moelle. Qu'a-t-elle dit ? La bouche de mon père s'est tordue en un rictus de mépris. Quoi d'autre ? Des sanglots et des gémissements, prétendant qu'elle avait échoué à élever son fils correctement, qu'il avait été ensorcelé par cette femme apparue soudainement. Elle a juré qu'elle t'avait toujours considéré comme sa propre fille, que tout ceci n'était qu'un terrible malentendu. Elle m'a supplié de lui accorder une chance d'amener Enguerrand ramper et s'excuser. J'ai trouvé cela physiquement révoltant. Me considérer comme sa propre fille. Pendant 3 ans, je m'étais souvenu de chaque remarque cinglante, de chaque standard impossible, de chaque insulte à peine voilée qu'elle avait jetée au visage de Camille Sorel. Que lui as-tu répondu ? Je lui ai dit. La voix de mon père était plate, chaque mot était un bloc de glace. Qu'une fille de la famille Rostand est une princesse. N'importe qui n'a pas le privilège d'avoir un malentendu avec elle. Je lui ai dit de garder ses excuses, car la famille Rostand n'a aucun intérêt à les accepter. Cette déclaration avait définitivement atomisé toute illusion que la famille Vaucanson aurait pu avoir d'un règlement à l'amiable ou d'une seconde chance. Bérénice de Vaucanson avait probablement perdu la moitié de son âme en l'entendant. De plus, mon père a marché vers le canapé en cuir et m'a fait signe de m'asseoir. Nous pouvons accélérer le calendrier sur le groupe Vaucanson. Vanguard Peak a officiellement rejeté leur demande de pré-relais il y a 15 minutes. Motif. Échec à l'évaluation des risques. L'un des principaux bailleurs de fonds de l'ombre de Vanguard Peak était la famille Rostand. Le rejet était garanti d'avance. Mon assistant s'est avancé pour faire son rapport. Nos atouts sont accidentellement tombés sur plusieurs journalistes financiers à l'extérieur de la salle de bal. Ils ont mentionné l'air de rien la crise de liquidité imminente du groupe Vaucanson et les graves défauts structurels du projet immobilier d'Antibes. D'ici demain matin, la bourse lira tout à ce sujet. La lame de l'opinion publique était sortie de son fourreau. Mon père m'a regardé. « Jusqu'où veux-tu pousser cela ?» Je suis restée silencieuse un instant. Derrière la fenêtre s'étendait la jungle de béton illuminé. Quelque part là, bas se trouvait le siège du groupe Vaucanson, le monument de l'ego d'Enguerrand. Je veux qu'Enguerrand comprenne pleinement ce qu'il a jeté à la poubelle. Je veux que lui, Maëlys et Bérénice paient le prix exact pour chaque chose qu'ils ont faite. Le groupe Vaucanson n'a pas besoin de déclarer faillite demain, mais il doit être violemment arraché de sa position actuelle. Quant à eux personnellement, un anéantissement total de leur réputation, un exil mondain et un isolement complet. Je pense que c'est une conclusion appropriée. Mon père n'a pas répondu immédiatement, il a lentement pris la théière en argile de Yixing sur la table basse, s'est versé une tasse, puis m'en a versé une. Il a bu une gorgée avant de parler. Puisqu'ils ont décidé de piétiner la dignité d'un autre être humain,
Ils doivent être prêts à voir leur propre dignité broyée dans la boue. Quand les Rostand frappent, nous frappons pour nous assurer que tout le monde dans cette ville soit témoin des conséquences. Fais ce que tu veux. Réquisitionne les ressources dont tu as besoin. Il a reposé sa tasse, son regard me transperçant comme un laser. Mais souviens-toi de ceci, nous ne faisons pas ça seulement pour évacuer ta colère. C'est un exercice de projection de pouvoir. Nous rappelons à cette ville que la famille Rostand est intouchable. Tu hériteras de cet empire un jour. C'est une leçon que tu dois maîtriser. La pitié est un outil à utiliser aux bons endroits. Montrer de la pitié à tes ennemis est une cruauté envers toi-même. J'ai hoché la tête solennellement. Je comprends. Je suis resté dans la suite un peu plus longtemps, réglant les protocoles d'attaque financière avec lui avant de partir. Lorsque je suis retourné dans la salle de bal, le gala touchait à sa fin. Le montant total récolté pour les œuvres caritatives avait été annoncé, déclenchant des applaudissements polis. Mon retour n'a pas causé d'agitation massive, mais chaque regard jeté dans ma direction était fondamentalement différent. Mon père n'avait pas montré son visage, mais le fait qu'il soit dans le bâtiment, combiné à la force létale que j'avais déployée, envoyait un message sans équivoque. L'Empire Rostand était activement engagé dans cette guerre, et il se tenait épaule contre épaule avec Victoire de Rostand. Aurélien a de nouveau levé son verre, son sourire contenant maintenant un véritable poids stratégique. Monsieur de Montclar et les autres aînés étaient encore plus chaleureux, évoquant avec désinvolture des idées de coentreprise potentielles pour les prochains trimestres. C'était la réalité. Lorsque vous affichez un pouvoir et une valeur absolument terrifiants, le monde se plie naturellement pour vous offrir son amitié. Le gala s'est finalement conclu dans une atmosphère d'élégance de surface et de violents courants souterrains. Assise dans la Mercedes blindée sur le chemin du retour vers Chantilly, la nuit était d'un noir d'encre. Mais pour certaines personnes, cette nuit était destinée à être sans sommeil. Juste au moment prévu, peu après avoir quitté les limites de Paris, mon assistant a levé les yeux de sa tablette. Enguerrand de Vaucanson a frénétiquement essayé de vous joindre par des intermédiaires depuis la fin du gala. Il veut un entretien privé. Il a l'air incroyablement désespéré. J'ai regardé les arbres flous qui défilaient par la fenêtre. Dites-lui que mademoiselle de Rostand est extrêmement occupée et n'a pas de temps à accorder aux personnes sans importance. Si c'est une urgence liée à l'entreprise, il peut déposer une demande de réunion officielle auprès du bureau du président-directeur général de la holding Rostand et attendre le traitement standard. La bouche de mon assistant a tressailli en un rictus microscopique. Compris. Déposer une demande par les voies classiques. Un PDG de niveau intermédiaire comme Enguerrand ne pourrait même pas obtenir un rendez-vous avec notre chef de cabinet, encore moins avec moi. C'était un nouveau revers de main brutal en plein visage. De plus, a poursuivi l'assistant, Anselme Soubise, le père de Maëlys, vient d'être informé par son principal fournisseur que leur contrat ne sera pas renouvelé le trimestre prochain. La raison invoquée était que les normes de contrôle qualité de son entreprise ne s'alignent plus avec leur vision stratégique. Nous n'avons même pas activement fait pression sur ce fournisseur. Il cherchait déjà une excuse pour lâcher la société véreuse des Soubises. Nous leur avons juste donné une petite pichenette. Quand un mur s'effondre, tout le monde pousse. Lorsque la famille Rostand diffuse ouvertement son dégoût pour les familles Vaucanson et Soubise, d'innombrables vautours, cherchant à s'attirer nos faveurs ou à éviter des dommages collatéraux, se feront un plaisir de sauter à pieds joints sur leurs cadavres. Ce n'était que le prologue. J'ai fermé les yeux, m'appuyant contre l'appui-tête en cuir. Sens-tu déjà la pression, Enguerrand ? Ce n'est que la première brise venant de Victoire de Rostand et de l'Empire derrière elle. Le véritable ouragan n'a même pas encore touché terre. Profite de ton grand amour si chèrement gagné et de ton royaume qui se désintègre à toute vitesse. 3 jours après le gala, dans le bureau du PDG du groupe Vaucanson, Enguerrand fixait les moniteurs affichant plusieurs portails d'informations financières et des blogs de la Bourse de Paris. Ses yeux étaient injectés de sang, son expression démoniaque. Le scandale du complexe d'Antibes, crise de liquidité et crainte sur l'intégrité structurelle. L'ancienne pépite de l'immobilier Vaucanson fonce dans le mur. Exclusif. Vaucanson se voit refuser son prêt relais. La bombe à retardement de la dette à court terme. Les articles étaient rédigés avec une retenue calculée, évitant les accusations directes, mais les citations d'initiés de l'industrie et de sources proches de Vaucanson, associées au ratio d'endettement sur capitaux propres et au calendrier de projets stratégiquement divulgués, agissaient comme des aiguilles chirurgicales perçant les artères les plus vitales de Vaucanson. Le cours de l'action s'était vidé de son sang depuis le lendemain matin du gala. Aujourd'hui, il avait ouvert avec un écart à la baisse massif. Bien que l'hémorragie ait été temporairement endiguée, l'évaporation de la capitalisation boursière était un chiffre à donner la nausée.
Pire encore, plusieurs partenaires qui étaient sur le point de signer des contrats sont soudainement devenus extrêmement fuyants. Soit ils retardaient les signatures, soit ils exigeaient une renégociation totale des termes. Les banques appelaient pour faire le point sur les paiements d'intérêts avec une fréquence terrifiante. Et tout cela avait commencé à la seconde où il avait quitté ce gala. C'était Victoire de Rostand, pas Camille Sorel, ce regard souverain, glacial et destructeur. Enguerrand a frappé du poing le lourd bureau en acajou, faisant sursauter le porte-stylo de luxe. Il ne pouvait pas accepter que la femme qui avait été si douce, qu'il avait pratiquement vénérée, cache un tel passé et un tel pouvoir apocalyptique. Il ne pouvait pas accepter d'avoir été pris pour un idiot pendant 3 ans, pour finalement lui tendre la lame avec laquelle l'exécuter. Le plus exaspérant de tout, c'était qu'il n'arrivait pas à la joindre. Chaque canal qu'il utilisait pour tenter de contacter Victoire de Rostand était poliment et immuablement bloqué. La famille Rostand était un immense iceberg soudain apparu du brouillard. Titanesque, glacial, inébranlable. Juste la pointe visible suffisait à lui glacer le sang de désespoir. Un coup timide a retenti à la porte. Maëlys est entrée, portant une tasse de café. Elle était habillée simplement aujourd'hui, mais même son maquillage épais ne pouvait cacher son expression hagarde et terrifiée. L'humiliation au gala et les rumeurs consécutives qui se répandaient comme une traînée de poudre dans la haute société, selon lesquelles elle s'était mariée dans une zone sinistrée radioactive, lui donnaient peur de sortir de son appartement. Les meilleurs amis qui l'avaient flatté quelques jours auparavant l'envoyaient désormais directement sur messagerie. « Enguerrand, prends un café. Tu es resté debout toute la nuit. » Sa voix était écœurante de douceur, teintée d'une prudence extrême alors qu'elle posait la tasse. Enguerrand n'a pas regardé le café, ni elle. Ses yeux restaient rivés sur les tickers boursiers qui s'effondraient. Sa voix ressemblait à du papier de verre. « Que fais-tu ici ?» Maëlys a ressenti une douleur physique face à son ton glacial. Elle s'est forcée à marcher derrière lui, tendant les mains pour masser ses tempes. « J'ai vu à quel point tu es stressé. Je voulais juste t'aider. »« Ne me touche pas. » Enguerrand a reculé la tête brusquement, son mouvement irradiant un dégoût pur. Les mains de Maëlys se sont figées en l'air. Son ressentiment, mêlé à un éclair de rancœur toxique, a failli percer son masque. Elle a retiré ses mains et s'est mordu la lèvre. « Enguerrand, on ne peut pas rester assis là à attendre de mourir. Victoire fait ça exprès. Elle se venge de nous. » Enguerrand a lentement tourné la tête pour la regarder. Ses yeux étaient entièrement injectés de sang, l'évaluant avec un examen minutieux qui lui donnait la chair de poule. Et ne lui avons-nous pas donné la raison parfaite pour se venger, à notre mariage, devant la ville entière ? Il a craché les mots à travers ses dents. Il ne haïssait pas seulement la tromperie de Victoire et sa contre-attaque. Il haïssait sa propre stupidité catastrophique. Il haïssait Maëlys et sa mère pour lui avoir murmuré du poison à l'oreille. Maëlys a reculé d'un demi-pas, terrifiée par la violence dans ses yeux. Mais sa panique et son refus d'accepter la défaite ont pris le dessus. Elle ne pouvait pas perdre Enguerrand. Elle ne pouvait pas perdre la vie qu'elle venait de voler. Si le groupe Vaucanson s'effondrait, si Enguerrand lui en rejetait la faute, elle n'osait imaginer son sort. Une idée venimeuse, fertilisée par des jours de terreur et de jalousie pure, a rapidement muté en un plan désespéré. Si Victoire de Rostand voulait ruiner sa vie, elle entraînerait Victoire dans sa chute. « Enguerrand, je sais que j'ai eu tort. J'étais juste trop aveuglément amoureuse de toi. J'ai laissé ma jalousie prendre le dessus. » Les larmes sont venues instantanément sur commande. « Mais Victoire, c'est elle qui t'a menti en premier. Elle a caché son identité pour se rapprocher de toi. Qui sait quel plan malsain et tordu elle avait en tête. Elle avait probablement prévu de détruire Vaucanson dès le début, et maintenant qu'elle a réussi, elle parade en nous humiliant. Elle l'a observé attentivement. Voyant qu'il fronçait les sourcils, elle a compris que, bien qu'il ne soit pas entièrement convaincu, il était assez désespéré pour l'écouter. Elle a battu le fer tant qu'il était chaud, baissant la voix d'un air comploteur. « On ne peut pas la laisser tout dicter. J'ai une idée. On peut lui faire goûter à ce que ça fait d'avoir sa réputation détruite. » Enguerrand a tourné la tête vers elle d'un coup sec. « Qu'est-ce que tu manigances ? Je te préviens, ne joue pas à ça. C'est la fille de Richard de Rostand. » Malgré sa rage, la santé mentale qui lui restait savait qu'attaquer les Rostand de front était un suicide. « Je sais. » Maëlys a agité les mains frénétiquement. « On ne le fait pas à découvert. On utilise le dark web. Je connais un détective privé très discret et des gens qui gèrent d'énormes fermes de clics et des comptes de trolls. Victoire était prétendument en train d'étudier à l'étranger pendant des années, n'est-ce pas ? Qui peut prouver qu'elle était une sainte là, bas ? Il nous suffit d'inventer un petit scandale. Dire qu'elle menait un style de vie dégénéré, frayant avec des individus louches, peut,
être même impliqué dans des transactions illégales, de l'escorting de luxe. On va falsifier quelques photos floues, payer des comptes de ragots et lâcher les armées de trolls. On va rendre ça viral. Ses yeux brillaient du fanatisme d'un rat acculé. Même si on ne peut pas infliger de dommages structurels à l'Empire Rostand, on peut faire d'elle un actif toxique. On peut forcer les Rostand à reculer sur Vaucanson juste pour gérer leur propre cauchemar de relations publiques. Enguerrand, nous ne pouvons pas simplement nous rendre. Enguerrand est resté silencieux. La logique hurlait que le plan de Maëlys comportait un risque apocalyptique. Si les Rostand remontaient jusqu'à eux, les conséquences seraient inimaginables. Mais le brasier de l'humiliation qui brûlait dans sa poitrine, combiné à la vue de son empire vacillant au bord de l'abîme, déchirait sa raison comme des chiens sauvages. Peut être qu'elle avait raison, même si ça ne sauvait pas l'entreprise, ça ferait saigner victoire. Il a regardé le visage de Maëlys, contorsionné par le désespoir et la malice. Une lueur de profond dégoût extraterrestre l'a envahi, mais finalement, la rage et le désespoir l'ont emporté. Es-tu absolument certaine? Aucune empreinte numérique? Aucune preuve menant à nous? Le voyant céder, Maëlys a ressenti une vague de joie maniaque. Je te le promets. J'ai tout prévu. On utilisera des comptes offshore intraçables. Les gars que j'engage sont des professionnels. Le récit sera parfait. L'héritière milliardaire qui fait des extras en tant qu'escort girl de luxe. On fera en sorte que ce soit tellement explosif qu'elle ne saura pas ce qui lui est tombé dessus. Enguerrand a fermé les yeux et a agité faiblement la main. Fais-le. Sois prudente. Je m'en occupe. Maëlys a attrapé son sac à main, se précipitant hors du bureau, d'un pas bondissant. Elle visualisait déjà Victoire de Rostand se noyant dans une mer de rumeurs ignobles, brisée et humiliée. Ce que Maëlys ignorait, c'est que depuis la nuit du gala, chaque empreinte numérique, chaque SMS et chaque appel téléphonique passé par elle et par quiconque dans un rayon de 15 km autour de sa vie, était sous la surveillance absolue de l'appareil de renseignement des Rostand. Elle ignorait également que le détective privé prétendument discret qu'elle avait contacté avait été compromis par mon équipe il y a 3 jours. Cette nuit-là, dans le bureau du domaine de Chantilly, mon assistant a posé un dossier complet et plusieurs fichiers audio sur mon bureau. Maëlys Soubise a initié son protocole. Elle a utilisé 3 proxies pour contacter un opérateur de ferme de clics en Asie du Sud-Est et un détective privé discrédité avec une condamnation pour fraude. Son plan est de fabriquer des rumeurs concernant votre séjour en Europe et d'acheter massivement des algorithmes de réseaux sociaux pour forcer la tendance. Le premier virement bancaire provient d'un compte offshore caché qu'elle a financé en encaissant la pension qu'Enguerrand lui a donnée. Voici les journaux de connexion et les interceptions audio. J'ai tapoté l'écran, lançant l'audio. La voix de Maëlys, étouffée mais vibrant d'une excitation venimeuse, a rempli la pièce. Exactement. Faites en sorte que les photos ressemblent à des clichés de paparazzi. Le visage de la fille doit être photoshopé pour ressembler exactement au sien. Le récit est clair, fausse héritière aristocratique, vrai fêtard de dégénéré qui fait de l'escorting illégal. Je me fiche de ce que ça coûte. Je veux que ça explose partout dans 3 jours. J'ai éteint l'enregistrement. Mon visage est resté un masque de pierre. Un rat acculé ayant recours à des tactiques de caniveau. L'opérateur de troll et le détective sont-ils sous contrôle? Oui, conformément à vos instructions, nous jouons le jeu. Il continue d'interagir avec Maëlys, drainant ses fonds et extrayant des ordres directs supplémentaires. Simultanément, nous avons finalisé l'armement des véritables dossiers compromettants sur Maëlys et son père. Nous avons les dossiers d'évasion fiscale du fisc, les documents de fraude de l'entreprise et les preuves horodatées en haute définition de Maëlys échangeant des faveurs sexuelles contre des ressources avec de multiples cadres et producteurs plus âgés, y compris sa cible récente, le producteur Luc Emmanuel. Excellent. Je me suis adossé, tapotant mes doigts sur l'accoudoir en cuir. Si Maëlys voulait jouer avec le feu devant le tribunal de l'opinion publique, je la laisserais mourir brûlée vive dans un brasier de sa propre création. Segmenter ces dossiers noirs en lots. Commencer à les publier demain matin par des fuites séparées et intraçables. Commencer par l'évasion fiscale de son père et la fraude sur les matériaux de qualité inférieure. Puis monter en puissance jusqu'à ses transactions de chambre d'hôtel avec Luc Emmanuel et les autres. Contrôler l'algorithme. Laisser le feu brûler lentement jusqu'à ce qu'il consomme tout l'oxygène. J'ai fait une pause, regardant la clé USB sur le bureau. Et compiler toutes les preuves que Maëlys a orchestré cette campagne de dénigrement contre moi, les virements bancaires, les notes vocales, les journaux d'adresse IP, dans un fichier crypté impeccable. Une fois que son propre scandale d'escorting atteindra son apogée et qu'Enguerrand réalisera que son grand amour est une prostituée radioactive,
Envoyez-lui ce dossier par email de façon anonyme. Compris, cela coupera le dernier fil microscopique d'affection entre eux et s'assurera qu'Enguerrand sache exactement pourquoi il est en train d'être exécuté. Rompes. Après le départ de l'assistant, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La nuit était vaste et sombre. Maëlys, tu croyais pouvoir tirer des flèches empoisonnées depuis l'obscurité? Tu ne réalises pas que l'obscurité m'appartient. Profite de l'anéantissement absolu que tu as orchestré pour toi-même. Et Enguerrand, quand tu découvriras que la femme pour laquelle tu as réduit ton empire en cendres n'est rien d'autre qu'une fraudeuse bon marché, malveillante et venimeuse. Quelle tête feras-tu? À 9h précises le lendemain matin, Enguerrand ne s'était même pas remis de sa migraine aux allures de gueule de bois lorsque son assistante de direction a fait irruption dans le bureau, ignorant complètement de frapper à la porte. Son visage était exsangue. « Monsieur de Vaucanson, un désastre » a-t-elle balbutié, tout son corps tremblant. « Nous venons d'être prévenus. Le chantier du complexe d'Antibes vient d'être perquisitionné par une force opérationnelle conjointe, l'inspection du travail, l'URSSAF et la brigade financière. Ils ont dit avoir reçu de multiples dossiers de lanceurs d'alerte détaillant notre utilisation de matériaux de construction toxiques non conformes et de décharges illégales. Les fédéraux sont déjà sur place. Ils ont ordonné un arrêt immédiat et indéfini de toute construction dans l'attente d'une enquête nationale complète. » Enguerrand a bondi de son fauteuil si vite que sa vision est devenue noire pendant une seconde. Le projet d'Antibes, c'était la clé de voûte. C'était le projet qui portait leur charge de dette la plus lourde et leurs rendements projetés les plus élevés. Le fermer une seule journée coûtait une somme astronomique. Plus importante encore, l'effet en cascade d'un arrêt officiel, défaut de paiement bancaire, rupture de contrat de prévente, panique totale des investisseurs était une condamnation à mort. Lanceur d'alerte? Qui a fait ça? A-t-il hurlé, les veines de son cou saillantes. Je ne sais pas. C'est strictement confidentiel. Mais le directeur Lebrun, celui qui dirige la perquisition, nous avons d'habitude d'excellentes relations avec lui. Cette fois, il n'a même pas voulu répondre à nos appels. C'est complètement, strictement selon les règles. De façon terrifiante. Enguerrand s'est précipité sur son téléphone, composant frénétiquement le numéro de chaque homme politique, lobbyiste et facilitateur qu'il connaissait. Les appels étaient soit envoyés sur messagerie, soit les interlocuteurs lui servaient des esquives bureaucratiques, déclarant poliment mais fermement qu'ils avaient les mains liées. Il a raccroché violemment. Un frisson glacial lui a traversé les plantes des pieds jusqu'au cerveau. Ce n'était pas une coïncidence. Cette frappe chirurgicale et apocalyptique ne pouvait venir que de la famille Rostand. Il n'essayait même pas de s'en cacher. Il le regardait droit dans les yeux en disant « Nous vous exécutons et il n'y a rien que vous puissiez faire ». Avant même qu'il ne puisse assimiler l'horreur, son directeur des relations investisseurs a couru dans la pièce, serrant une tablette. « Monsieur de Vaucanson, le marché. La bourse a ouvert il y a 30 minutes et nous avons déjà plongé de 8%. Et il y a d'énormes ventes de blocs d'actions intraçables qui larguent nos titres. Nous ne pouvons pas tenir la ligne. » X et les forums Reddit explosent de rumeurs disant que notre chaîne de trésorerie a cédé et que les banques réclament nos prêts. « Taisez-vous » Enguerrand a attrapé un lourd cendrier en cristal et l'a projeté contre le mur. Il s'est brisé en 1000 morceaux, sa poitrine se soulevait, ses yeux saignant presque. Si les rumeurs de crise de liquidité s'installaient, le groupe Vaucanson était mort. Il s'est forcé à respirer. Il a hurlé sur le directeur des relations investisseurs, activé le fonds de stabilisation d'urgence, appelé nos alliés institutionnels, suppliez-les d'acheter à la baisse, publiez un communiqué de presse immédiatement. Dites que le raid sur Antibes est un simple contrôle de conformité de routine et que nous reprendrons les opérations dans les 48 heures. Allez-y maintenant. Le directeur s'est précipité hors de la pièce. Enguerrand s'est effondré dans son fauteuil en cuir, enfonçant ses doigts dans son crâne. Que faire? Où puis-je faire le pont de capital? Qui puis-je supplier? Alors que son cerveau basculait en crise de panique, son téléphone portable privé a sonné. C'était sa mère, Bérénice de Vaucanson. À l'instant où il a répondu, ses hurlements stridents et hystériques lui ont fracassé le tympan. « Enguerrand, as-tu vu les informations? Internet. C'est partout. Les scandales de cette petite traînée de Maëlys sont partout. Et l'entreprise de ce rustre d'Anselme Soubise subit une descente du fisc pour fraude et vente de cloisons sèches toxiques. C'est fini. La famille Vaucanson est la risée de tout le pays. Je t'avais dit que cette manipulatrice était du poison ?» Le cerveau d'Enguerrand a émis un bourdonnement aigu, il a failli faire tomber le téléphone. Il s'est jeté sur son bureau, saisissant sa souris d'une main violemment tremblante, et a ouvert X et les principaux blogs de potins. Les hashtags en tête des tendances lui ont brûlé les yeux. Dossier escorte Maëlys Soubise.
Le PDG Vukanson et Pause Yoon Call Girl Deluxe. Number Fraud Toxic Anselme Soubise. Il a cliqué sur le premier lien. C'était un exposé de niveau médico-légal, des images de vidéosurveillance d'hôtel en haute définition, des visages partiellement floutés mais indéniablement ceux de Maëlys. Des captures d'écran de messages explicites négociant les tarifs et des emails internes de l'entreprise d'Anselme Soubise détaillant explicitement comment masquer les matériaux non conformes. La preuve la plus accablante était un enregistrement audio du producteur Luc Emmanuel, ivre-mort, se vantant auprès de ses amis de ce que Maëlys avait fait exactement pour décrocher une audition, avec des détails graphiques. Les sections de commentaires étaient un véritable bain de sang. Mort de rire, c'est le grand amour pour lequel le PDG a largué sa fiancée devant l'hôtel. Le mec a un fétiche pour les déchets toxiques. Elle appartient à la rue et il lui a offert une bague en platine. Son père est un escroc qui empoisonne les gens avec de mauvaises cloisons. C'est littéralement une prostituée. Quel couple de choc. J'avais vraiment de la peine pour la fille qui l'a humilié au mariage. Maintenant, il a exactement ce qu'il mérite. Le PDG Vaucanson est légalement aveugle. Il a abandonné l'héritière Rostand pour une MST sur pattes. Chaque commentaire était un poignard empoisonné s'enfonçant droit dans les rétines d'Enguerrand. Une vague de nausées sévère l'a frappé. Ses tempes battaient violemment. Était-ce réel ? L'innocente, fragile et pure Maëlys, qui prétendait être différente des autres filles. Était-ce là qui elle était réellement ? Et son père, si modeste et travailleur. Le tsunami de trahison, de dégoût et d'humiliation l'a noyé. Comparé à l'assassinat de l'entreprise, cette destruction totale et atroce de sa masculinité et de son ego était infiniment pire. Il a pensé aux yeux pitoyables et larmoyants de Maëlys. Il a pensé à elle jurant qu'elle ne faisait que réseauter avec ses producteurs. Il a pensé à elle se tenant dans ce même bureau hier, complotant une campagne de diffamation contre Victoire de Rostand. Enguerrand a laissé échapper un rugissement animal et guttural, attrapant son écran d'ordinateur pour l'arracher du bureau, l'envoyant s'écraser au sol. À cet instant précis, la porte du bureau a été poussée une nouvelle fois. C'était Maëlys. Ses yeux étaient gonflés et rouges, ses cheveux en bataille. Elle avait clairement vu les nouvelles et était au bord d'un effondrement psychologique total. Enguerrand. Enguerrand, tu dois me croire. Tout est faux. Quelqu'un me piège. C'est Victoire. Elle a tout photoshopé. Maëlys s'est jetée en avant, essayant d'attraper son bras, sa voix atteignant des fréquences de panique insoutenables. Enguerrand l'a violemment repoussée. La force fut si immense que Maëlys a trébuché sur ses talons et s'est effondrée sur la moquette. Il la dominait de toute sa hauteur, ses yeux dépourvus de toute trace de l'amour qu'il prétendait avoir pour elle. Tout ce qui restait était de la répulsion, une haine pure, et la froideur glaciale qu'on a en regardant un tas d'ordures radioactives. Faux, sa voix n'était plus qu'un murmure rauque et terrifiant. Les vidéos de surveillance de l'hôtel sont fausses, les virements bancaires sont faux, la descente du fisc chez ton père est fausse. Maëlys, que caches-tu d'autre ? Depuis combien de temps me prends-tu pour un parfait idiot ? Non, Enguerrand, écoute-moi. Maëlys était assise par terre, le maquillage coulant sur son visage en traînées noires, pleurant de façon hystérique. Le beau masque manucuré avait disparu. J'ai été forcée, ils m'ont forcée. Je l'ai fait pour nous, je l'ai fait pour être digne de toi. Je t'aime, Enguerrand, tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Par amour ? Enguerrand a ri, un son dérangé et terrifiant. Il a pointé du doigt l'écran fracassé sur le sol, hurlant à plein poumon. Tu as vendu ton corps à la lie de l'industrie pour l'amour. Ton père a vendu des matériaux toxiques à mon projet phare pour l'amour. Tu as essayé d'utiliser des méthodes de caniveau pour piéger Victoire de Rostand, tu as échoué de façon spectaculaire, et tu as traîné le nom de ma famille dans les égouts mondiaux pour l'amour. Ton amour me donne envie de vomir. Maëlys est restée figée, paralysée par la violence pure de son assaut verbal. La terreur primale de perdre son ticket repas lui a fait perdre complètement la tête. « Et toi, Enguerrand » a-t-elle hurlé en retour, le visage contorsionné. « Tu te crois si propre ? Si ta snob de mère ne haïssait pas Camille pour sa pauvreté, si elle ne t'avait pas poussé à me choisir, l'aurais-tu fait ? Tu me rejettes la faute maintenant que tout s'effondre. Si tu n'avais pas été assez stupide pour même pas réaliser que tu couchais avec une héritière milliardaire, nous ne serions pas dans ce pétrin. » Ces mots étaient un couteau dentelé se tordant dans la blessure la plus profonde et la plus douloureuse de sa psyché. Elle avait raison. Il blâmait Maëlys. Il blâmait sa mère, mais finalement, c'était lui qui avait fait le choix. C'était lui qui, pour l'amour de son ego et d'une pathétique illusion de contrôle, avait jeté un véritable diamant dans la boue et avait paradé fièrement avec un vulgaire éclat de verre brisé. Un abîme sans fin de regrets et de désespoir s'est ouvert sous lui, lui faisant fléchir les genoux.
Juste à cette seconde, son téléphone privé a émis un signal sonore. C'était un email crypté d'un expéditeur inconnu. Objet: un petit cadeau concernant la campagne de relations publiques de votre femme, de la part de V.R. La main tremblant violemment, il a ouvert le fichier compressé. À l'intérieur se trouvaient les transcriptions complètes non expurgées, les fichiers audio, les journaux IP et les reçus de virements offshore détaillant exactement comment Maëlys avait prévu de faire passer Victoire pour une escort girl, il y a à peine 24 heures. Il y avait une seule ligne de texte jointe. Mademoiselle de Rostand est parfaitement au courant et se réserve le droit de poursuivre pour cyberharcèlement devant les tribunaux. Enguerrand a toussé violemment, une éclaboussure de sang réel tachant sa chemise blanche immaculée et le tapis hors de prix. Sa vision est devenue totalement noire. Il a vacillé, attrapant le bord du bureau pour ne pas s'effondrer. C'était fini. Tout était fini. Commercialement, l'Empire Rostand avait un genou sur sa gorge. Socialement, les scandales de Maëlys avaient fait de lui la blague ultime. Et légalement, ils avaient la preuve irréfutable de sa complicité dans une conspiration visant à diffamer l'une des femmes les plus puissantes du monde. Lui et le groupe Vaucanson n'étaient qu'une barque qui coulait dans un ouragan de catégorie 5, regardant le brise-glace invincible qu'était la famille Rostand. Il n'y avait aucune échappatoire. Maëlys l'a vu cracher du sang et a poussé un cri à glacer le sang, reculant à quatre pattes, terrifié qu'il ne se jette sur elle pour l'étrangler. Enguerrand ne l'a même pas regardé. Il s'est appuyé lourdement contre le bureau, redressant lentement et douloureusement sa colonne vertébrale, et a regardé par la fenêtre vers la ligne d'horizon, en direction de Chantilly. « Victoire, tu as gagné. Tu ne t'es montré que 10 minutes. Tu as à peine levé le petit doigt, et tu as poussé mon existence entière dans l'incinérateur. Quelle exécution parfaite !» Il a laissé échapper un rire creux et agonisant, un son rempli d'une amertume et d'un désespoir sans fond. Et la tempête n'avait même pas encore atteint son apogée. La nouvelle de l'effondrement hémorragique d'Enguerrand et de son malaise, ainsi que la dispute apocalyptique dans son bureau, ont fuité à la bourse dans l'après-midi. Mais même cela a été éclipsé par la confirmation de l'arrestation d'Anselme Soubise et les retombées absolument radioactives du scandale d'escorting de Maëlys. Bérénice de Vaucanson, victime d'une grave crise de panique, a été admise dans une suite VIP d'un hôpital privé de l'Ouest parisien. Sous perfusion, elle maudissait faiblement Maëlys, la traitant de succube ayant détruit sa famille, tout en pleurant simultanément sur son propre sort tragique et sur la stupidité catastrophique de son fils pour avoir offensé les Rostand. Enguerrand, qui avait été transporté d'urgence dans le même hôpital, a été diagnostiqué avec une hypertension aiguë induite par un stress extrême et une rupture mineure d'ulcère. Il avait besoin de repos absolu. Mais comment aurait-il pu se reposer ? Allongé dans son lit d'hôpital, fixant le plafond d'un regard vide, son esprit repassait un florilège impitoyable des 3 dernières années. Camille Sorel souriant doucement. Son annonce froide devant l'autel. Le regard souverain et glacial de Victoire de Rostand au gala. Les dossiers horrifiants détaillant la prostitution de Maëlys. Regret, fureur, humiliation, désespoir et une terreur paralysante qui rongeait son cœur jusqu'à l'os comme un million de parasites. Il savait que le groupe Vaucanson était probablement mort. Les Rostand n'avaient plus rien à faire. Les banques et les vautours opportunistes de la finance allaient dépecer son entreprise à leur place. À cet instant, la porte de sa chambre VIP s'est ouverte avec un cliquetis. Ce n'était ni un médecin ni une infirmière. C'était Aurélien de la Trémoille. En voyant Aurélien, les pupilles d'Enguerrand se sont contractées, son corps devenant instantanément rigide comme un animal piégé. Aurélien arborait son demi-sourire condescendant emblématique. Il tenait une corbeille de fruits ridiculement chère, qu'il a laissé tomber avec désinvolture sur la table de nuit. « PDG de Vaucanson, j'ai entendu dire que vous étiez souffrant, j'ai pensé passer vous voir. » Il a tiré une chaise et s'est assis, croisant les jambes dans une posture incroyablement détendue, comme s'il rendait visite à un vieux copain d'université. « Tu as l'air terrible. Aurélien, es-tu venu te moquer de moi ?» La voix d'Enguerrand était un croassement graveleux, ses yeux venimeux. « Me moquer de toi ?» Aurélien a haussé un sourcil. « Enguerrand, tu es la plus grosse blague de Paris en ce moment. Je n'ai pas besoin de venir à l'hôpital pour me moquer de toi. Je peux faire ça depuis mon triplex. » Les mots étaient prononcés avec désinvolture, mais ils coupaient comme un scalpel. « En fait, je suis venu parce que j'étais curieux. Et pour te raconter une petite histoire pour t'endormir que tu ignores complètement, je suppose. » Enguerrand l'a dévisagé avec une haine pure. « Quelle histoire ?» Aurélien a lentement ajusté ses manchettes sur mesure. « C'est à propos de mademoiselle Victoire de Rostand. Ou comme tu la connaissais, Camille Sorel, pourquoi penses-tu qu'elle soit soudainement apparue dans ta vie il y a 3 ans sous un faux nom ?
Le cœur d'Enguerrand s'est effondré, un nouvel effroi nauseux s'est emparé de lui. « Le savais-tu » a commencé Aurélien, parlant comme un historien racontant une tragédie antique, que les familles Rostand et Vaucanson avaient en fait un lien il y a des décennies. Ton défunt père, le fondateur originel, était en fait un ami de Richard de Rostand. Il plaisantait même devant un verre en disant que s'ils avaient un fils et une fille, ils pourraient arranger une union. Enguerrand s'est figé. Il n'avait jamais entendu sa mère mentionner cela. Son père était mort tôt et il avait pris la relève jeune. Une grande partie de la vieille histoire lui avait échappé. Après le décès de ton père, ta mère et toi avez pris le relais. Le groupe Vaucanson a grandi, mais les Rostand se sont élevés à un niveau que tu ne peux même pas comprendre. Aurélien a continué. Il y a environ 3 ans, Richard de Rostand s'est souvenu de son vieil ami. Il a décidé de tâter le terrain pour voir quel genre d'homme l'héritier Vaucanson était devenu. Si tu avais été capable, honorable et digne, les Rostand étaient prêts à honorer cette vieille plaisanterie, à former une alliance et à propulser le groupe Vaucanson sur la scène mondiale. Enguerrand a cessé de respirer. Le sang dans ses veines s'est littéralement changé en glace. Il y a 3 ans, un faux nom, un test, une alliance. Malheureusement, Aurélien a écarté les mains, son ton dégoulinant d'une moquerie létale. Toi et ta mère avez livré une représentation spectaculaire. Ta façon de traiter Camille Sorel, ton arrogance, le harcèlement implacable de ta mère, et finalement ce chef-d'œuvre cinématographique de mariage où tu as échangé les mariés, tout cela a complètement horrifié la famille Rostand. Aurélien s'est penché en avant, ses yeux se verrouillant sur le visage d'un blanc crayeux et horrifié d'Enguerrand. Richard de Rostand n'a pas seulement vu tes actions comme une insulte impardonnable envers sa fille, mais comme une trahison totale de la mémoire de son défunt ami. Tu n'as pas seulement échoué au test, Enguerrand, tu as vitrifié le centre d'examen. Aurélien a articulé ses prochains mots avec une clarté brutale. Donc, ce que les Rostand te font subir maintenant n'est pas seulement Victoire prenant sa revanche pour un cœur brisé. C'est l'Empire Rostand fermant définitivement le livre sur une vieille amitié. Toi et ta mère n'avez pas seulement jeté à la poubelle la plus grande alliance de l'histoire industrielle européenne. Vous avez personnellement signé l'arrêt de mort de votre propre entreprise. Tu n'as pas offensé Victoire. Tu as offensé le concept même d'honneur de la dynastie Rostand tout entière. Boum! Les mots d'Aurélien ont frappé Enguerrand comme une bombe nucléaire tactique, vaporisant son âme. Alors c'était ça. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un jeu tordu d'infiltration. C'était le ticket d'or ultime. Une chance de se tenir au sommet absolu du monde. Et qu'avait-il fait, lui et sa mère? Ils avaient traité la princesse de l'Empire Rostand comme une paysanne jetable. Ils s'étaient moqués d'elle. Et lui, pour une fraudeuse maladive et venimeuse comme Maëlys, avait publiquement exécuté la dignité de Victoire. Il n'avait pas juste perdu une ex-fiancée. Il avait personnellement déchiqueté la ligne de vie qui aurait fait de lui un roi, puis il avait craché dessus. Enguerrand a laissé échapper un son qui n'était pas humain, c'était le hurlement d'une âme damnée en enfer. Il a violemment bondi sur le lit, s'agrippant les cheveux à 2 mains, tirant si fort que ses jointures ont blanchi. Son corps entier a été pris de convulsions. La colère et le regret d'auparavant n'étaient rien comparés à cela. C'était une haine de soi absolue qui broyait l'âme, et une terreur si profonde qu'elle fracturait son esprit. Il se rappelait sa mère ricanant sur les vêtements bon marché de Camille. Il se rappelait sa propre agacement quand Camille demandait un peu de son temps. Il se rappelait les petits sourires suffisants de Maëlys lorsqu'elle rabaissait Camille. Aux yeux de Victoire, ils avaient dû ressembler à des singes littéraux jouant avec le feu, des grenouilles au fond d'un puits, se moquant agressivement d'un dragon qui avait temporairement replié ses ailes. Aurélien a observé l'effondrement psychologique d'Enguerrand avec les yeux froids d'un super prédateur. Il ne ressentait aucune pitié. Il était venu aujourd'hui pour briser définitivement l'esprit d'Enguerrand et pour déposer une faveur dans la banque de la famille Rostand. « Oh, c'est vrai !» a ajouté Aurélien en se levant et en boutonnant sa veste. « Une dernière chose, ces cloisons sèches toxiques que ton beau-père a vendues à ton projet d'Antibes. Il s'avère qu'une part significative de ces factures a été explicitement approuvée par ta mère, Bérénice. Anselme Soubise lui a versé un énorme pot de vin sur son compte offshore. La justice et l'autorité des marchés financiers sont actuellement en train de perquisitionner ces dossiers. Ta mère va probablement aller en prison fédérale. Le pilier final s'est rompu. La tête d'Enguerrand s'est relevée d'un coup sec, ses yeux étaient complètement rouge sang. Un mince filet de sang frais a coulé de la commissure de ses lèvres. Il a regardé Aurélien, a essayé de parler, mais n'a réussi à émettre qu'un halètement humide et gargouillant. Ses yeux se sont révulsés et il s'est effondré en arrière sur les oreillers,
sombrant dans l'inconscience au son d'un électrocardiogramme devenu plat. Aurélien a fixé le PDG comateux. Il a ajusté sa cravate, a tourné les talons et est sorti. La nouvelle s'est répandue comme un virus. Le PDG de Vaucanson souffre d'un effondrement hémorragique. La matriarche des Vaucanson, Bérénice, inculpée pour corruption. La famille Vaucanson est définitivement placée sur la liste noire des Rostand. Cela a balayé la toute dernière illusion de viabilité du groupe Vaucanson. Les banques ont immédiatement exigé le remboursement des prêts. Pendant ce temps, dans le bureau du domaine de Chantilly, j'étais assise face à mon père, sirotant un thé oolong rare. Aurélien de la Trémoille sait comment faire passer un message, a noté mon père, parfaitement au courant de la visite à l'hôpital. Il voulait déclarer son allégeance, et il avait besoin d'un punching ball. « Ça ne me dérange pas », ai-je répondu calmement. Mon père a hoché la tête. Vaucanson est fini. Bérénice fait face à un juge d'instruction. Enguerrand a subi une rupture psychologique totale. Le conseil d'administration est en mutinerie ouverte, essayant de liquider toutes les actions qu'ils peuvent. Nous sommes dans la position parfaite pour exécuter une acquisition d'actifs hostiles. Oui, les acculer à la faillite est satisfaisant, mais tailler dans leurs actifs premium pour des centimes sur l'euro et les absorber dans la holding Rostand est la manœuvre mathématiquement correcte. La vengeance et les affaires n'étaient pas mutuellement exclusives. « Gère ça comme tu l'entends », a dit mon père. Je n'ai pas de réel intérêt pour le portefeuille Vaucanson, mais forcer Enguerrand à céder l'héritage de son grand-père à la femme qui l'a humilié me semble être une justice poétique. Quant aux Soubise, les yeux de mon père ont brillé d'un acier froid. Anselme Soubise risque 20 ans de détention. Et Maëlys, elle est une paria totale. Elle ne montrera plus jamais son visage dans cet hémisphère. Il m'a regardée. « Es-tu satisfaite ?» Je suis restée silencieuse. Je me suis souvenue des lumières aveuglantes au mariage, du mépris glacial dans la voix d'Enguerrand, du faux sourire triomphant de Maëlys. « Je le suis », ai-je finalement dit. Ce n'était pas de la pitié. C'était la certitude que pour des personnes comme Enguerrand et Maëlys, qui vénéraient la vanité et le statut plus que l'oxygène qu'ils respiraient, être dépouillés de tout, écrasés dans la boue, et forcés de vivre le reste de leur vie pathétique dans une humiliation absolue et des regrets infinis, était un châtiment bien pire que la prison ou la faillite. Bien. Mon père a posé sa tasse. Laisse le service juridique et les acquisitions nettoyer le carnage. Il est temps pour toi de regarder vers l'avenir. J'ai compris. La vengeance n'était que le fait de déblayer les déchets de l'allée. Le vrai voyage ne faisait que commencer. Le soleil matinal s'est déversé par les fenêtres, inondant la pièce d'or. Enguerrand, Maëlys, Bérénice, leur chapitre était clos. Mais l'histoire de Victoire de Rostand ouvrait à peine une nouvelle page glorieuse. Quand Enguerrand s'est réveillé à nouveau, c'était le crépuscule. La chambre d'hôpital VIP était silencieuse comme la mort, à l'exception du bip rythmique du moniteur cardiaque. Il avait l'impression que son squelette avait été évidé, bouger un seul doigt demandait un effort herculéen. Son cerveau était une ardoise vierge jusqu'à ce que les souvenirs ne refluent comme de l'acide. Les mots d'Aurélien, l'alliance perdue, l'inculpation de sa mère, la prostitution de Maëlys, la mort de son empire. Il a laissé échapper un sanglot brisé, saccadé. Des larmes de désespoir pur et sans filtre ont coulé sur ses tempes. Ce n'était pas de la tristesse. C'était la réponse physiologique d'un être humain dont la réalité avait été atomisée. Il ne s'était jamais senti aussi microscopique, aussi pathétique. Il était le clown qui avait donné la représentation de sa vie sur scène, ignorant complètement que le public riait à gorge déployée de sa propre exécution. La porte s'est ouverte. Ce n'était pas un médecin. C'était le directeur général par intérim du groupe Vaucanson, un vieux loyaliste nommé Marc. Son visage avait la couleur du ciment, et il serrait une épaisse pile de classeurs juridiques. « Monsieur de Vaucanson !» La voix de Marc s'est brisée. Enguerrand a lentement, douloureusement tourné les yeux pour le regarder. Le consortium bancaire a émis la lettre de mise en demeure finale. Nous avons exactement 7 jours pour solder le principal et les pénalités du prêt relais d'Antibes. Si nous échouons, ils demanderont à un juge du tribunal de commerce une liquidation immédiate et le gel de tous les actifs personnels et de l'entreprise. Chaque mot était un clou dans le cercueil. De plus, Marc a dégluti difficilement, plaçant le classeur du dessus sur la table de chevet. Ceci est une offre d'acquisition formelle de la division des fusions et acquisitions de la holding Rostand. Il propose de racheter nos 5 actifs premium, y compris le site de la Côte d'Azur, à exactement 30 centimes pour 1 euro. L'injection de capital est précisément suffisante pour couvrir la dette bancaire immédiate et éviter un gel par la justice, laissant la coquille du groupe Vaucanson
avec 0 actif et 0 liquidité. 30 centimes pour 1 euro. C'était une exécution prédatrice et humiliante. Mais Marc savait, et Enguerrand savait, que c'était le seul moyen d'empêcher Enguerrand de faire face à une faillite personnelle et à de potentielles accusations de fraude liées aux actions de sa mère. C'étaient les Rostand, lui offrant une lame de rasoir pour se trancher la gorge lui-même, au lieu d'être brûlé vif. Enguerrand a fixé la ligne de signature sur le document. Victoire de Rostand, vice-présidente exécutive. La signature élégante et tranchante lui a brûlé les rétines comme s'il fixait le soleil. Elle voulait le regarder mourir, et elle voulait presser la dernière goutte de sang de son cadavre tout en le faisant. Signé, a haleté Enguerrand, le mot déchirant sa gorge en lambeaux. Marc a laissé échapper un soupir de défaite, laissant les documents sur la table, et a reculé silencieusement hors de la chambre. La pièce a retrouvé son silence de mort. Enguerrand a fixé le plafond, n'étant plus rien qu'une enveloppe vidée de sa substance. Pendant ce temps, dans un appartement miteux et non éclairé du 18e arrondissement, une propriété de repli secrète dont Enguerrand ignorait même l'existence, Maëlys Soubise faisait une dépression nerveuse. Elle s'y cachait depuis 2 jours. Les stores étaient baissés. Son téléphone était mort. Elle était terrifiée à l'idée de voir son propre visage aux informations, terrifiée par les agents de recouvrement. Boum, boum, boum. Des coups violents ont secoué la porte bon marché, accompagnés du rugissement brutal d'un homme. « Maëlys, ouvre cette putain de porte, on sait que tu es là, quand est-ce que ton père va rembourser le prêt? Te cacher ne te sauvera pas, sale garce. Ouvre la porte ou je jure devant Dieu que j'imprime chacune des captures d'écran de tes hôtels et que je les tapisse dans tout le quartier. » C'étaient les usuriers à qui son père avait emprunté pour couvrir son entreprise défaillante. Maëlys s'est effondrée au sol, plaquant ses mains sur ses oreilles, hurlant dans une terreur silencieuse. Les coups ont continué pendant 20 minutes avant que les voyous ne partent enfin, promettant de revenir le lendemain avec des pieds de biche. Maëlys s'est recroquevillée en position fœtale dans le noir, sanglotant de manière incontrôlable. Enguerrand était parti. Son père allait en prison. Les usuriers voulaient son sang. Sa réputation était pire que celle d'un tueur en série. Chaque pont qu'elle avait jamais construit était réduit en cendres. Elle voulait juste être la femme d'un milliardaire. Elle voulait juste être meilleure que Camille Sorel. Pourquoi cela s'était-il terminé ainsi? Personne ne lui a répondu. À l'extérieur de la fenêtre crasseuse, la ligne d'horizon de Paris brillait au loin, mais pas une seule lumière dans cette ville ne lui appartenait. 1 semaine plus tard, dans la salle du conseil d'administration principal du groupe Vaucanson. L'atmosphère était aussi lourde qu'un coffre-fort en plomb. D'un côté de la table en acajou étaient assis Marc et les derniers cadres brisés de Vaucanson. De l'autre côté, il n'y avait que 3 personnes. Victoire de Rostand, son assistante exécutive, et le directeur juridique de la holding Rostand. Je portais un tailleur blanc immaculé Tom Ford, mes cheveux tirés en arrière en un chignon strict, mon maquillage parfait. J'étais ici en ma capacité officielle de vice-présidente exécutive pour signer le transfert d'actifs. Marc a regardé le contrat final, les mains tremblantes. Mademoiselle de Rostand, accro à ses marques, utilisant la formule de politesse ultime. Y a-t-il une quelconque marge de manœuvre pour négocier cette valorisation? J'ai levé les yeux, mon regard le clouant à sa chaise. Marc, vous êtes un vétéran de cette industrie. Vous savez très bien que cette offre est le plafond absolu compte tenu de vos responsabilités légales actuelles et de votre profil de risque. Si Vaucanson a une meilleure alternative, vous êtes libre de refuser. Refuser? Il regardait fixement le canon d'un fusil de l'État. Marc a laissé échapper un rire amer et tragique. Il a pris le stylo Montblanc, regardant la chaise de PDG vide en bout de table de son côté. Enguerrand ne s'était pas présenté. Il ne le pouvait pas. Il s'était enfermé dans le domaine délabré de sa famille, refusant de voir la lumière du soleil. Marc a signé les papiers, mettant effectivement fin à l'existence du groupe Vaucanson en tant qu'acteur majeur. Mon assistant m'a tendu un stylo. Avec une grâce fluide et létale, j'ai signé « Victoire de Rostand ». La poussière était retombée. En sortant de l'immeuble Vaucanson, je suis monté à l'arrière de ma Mercedes. Nous avons roulé directement vers le gratte-ciel de la holding Rostand, dans le quartier de la Défense. Mon nouveau bureau au 80e étage était prêt. Il était 2 fois plus grand que celui d'Enguerrand, enveloppé de parois de verre du sol au plafond, surplombant tout l'empire de béton de Paris. Debout près de la vitre, baigné par le soleil aveuglant de l'après-midi, j'ai regardé la ville en contrebas. Je me suis souvenu d'être resté debout dans le couloir de l'hôtel. Je me suis souvenu de la lourde robe de mariée.
Je me suis souvenu de la froideur dans les yeux d'Enguerrand et du sourire arrogant sur le visage de Maëlys. Maintenant, les actifs principaux de Vaucanson étaient miens. Enguerrand était un fantôme brisé. Maëlys était un rat traqué dans les bas-fonds. Bérénice attendait un procès pénal. Le feu de la vengeance avait consumé l'humiliation du passé. Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. « Tu rentres à la maison pour le dîner ce soir ? Ton père cuisine personnellement ton plat préféré ?» Un sourire chaleureux et sincère a enfin atteint mes yeux. J'ai tapé en réponse « Je suis en route ». Un autre message est apparu. « Aurélien de la Trémoille, félicitations, mademoiselle de Rostand. J'ai appris que l'acquisition de Vaucanson est conclue. Un verre la semaine prochaine pour discuter de futures synergies ?» J'ai répondu « Que votre bureau contacte le mien. Nous verrons. » J'ai posé le téléphone et j'ai regardé à nouveau l'horizon infini. Je n'avais plus besoin de cacher mon identité. J'étais Victoire de Rostand, la future commandante d'un empire mondial. Ces 3 dernières années ne m'avaient pas brisée. Elles m'avaient forgée pour devenir une arme d'une précision absolue. Je savais exactement ce que je voulais et exactement comment anéantir quiconque se mettrait en travers de mon chemin. La vengeance n'avait jamais été la destination finale. Ce n'était que déblayer les débris de la piste de décollage. Le véritable voyage venait tout juste de commencer, et le ciel m'appartenait.